On a fait venir Rick Ross, Fat Joe, Omarion, etc. Et on a fait venir Mavado, Busy Signal, etc. Tout ça, j'ai rappé, j'ai dansé, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas rentrer dans l'hip-hop sans avoir fait tes classes. Donc là, il y a Sully qui me dit, bon, gars, on a un truc à gérer là, il y a Snoop qui arrive. Snoop arrive, on lui file des fringues. Et Sully dit, ouais, tu sais qu'on a un studio, et on met du son, on met de l'instru. Il dit, ouais, ton instru, elle est sympa et tout, machin, ouais, c'est cool et tout. Et en fait, il va dans le studio, il enregistre un son. Donc Sully, toute l'équipe, on a un son de Snoop. On va sortir, bien entendu, avec les droits de ça. Il y a un gars qui sort du bus, il me dit, oui, il y a l'enterrement d'une personne, Tony Parker, là, faut gérer. Cut Killer, Tony Parker, Thierry Henry, etc. Je ne connais pas le rap français, je ne sais pas ce que c'est, mais ce soir-là, je me dis, ce truc-là, je vais en faire partie d'une manière ou d'une autre. Bienvenue sur le Outsider Podcast. Et je vous ai ramené quelqu'un. En plus, le timing il est parfait. Ok? Donc, Alexis, je suis vraiment honoré de te recevoir parmi nous. Donc, comment dire ça? Ça se déroule en deux parties. Ok. La première, c'est qu'on a envie de savoir plus sur toi, qui tu es. Il y a des gens qui te connaissent, ils savent pas réellement ce que tu fais. Ils se disent juste que c'est le mec qui fait venir les stars en France. C'est le mec qui édite les stars en France. C'est le mec qui traduit leurs livres en France. T'en as déjà dit trop, là. Ok, j'en ai dit beaucoup, mais ça mérite que, tu vois, le piment, tu vois. En plus, je sais qu'aujourd'hui, on a l'exclusivité de quelque chose que tu vas nous présenter. Donc, présente-toi. Alexis Onestas, originaire de Marie-Galante, ayant grandi à Épinay-sur-Seine. Je suis un papa, je suis un CEO, et depuis quelques heures, je suis un auteur officiel. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Yes. on peut le dire. Et voilà, et dans le milieu depuis un certain temps, est tombé amoureux de la culture à 8 ans grâce au clip d'NTM qui était diffusé sur Rapline. Et depuis, je vogue dans la culture hip-hop, à différents postes, à différentes sociétés, les miennes, les autres, voilà, et voilà, il y a tellement de choses à dire. On va prendre le temps aujourd'hui. Exactement, pas Soit après, moi je sais qu'il y a Omax à toutes les sauces. Tout à fait. Tu vois, et Parce que tu sais d'où ça vient. Ceci dit, j'adore le nom. Eh ben très bien. Au max, est-ce que c'est au maximum? Ouais, non, mais il y a tout au max. C'est vrai? Ah, mais tu vois, je sais. Tu vois. Donc, j'adore le nom. Donc, on va rentrer un peu dans ta vie pour savoir à quel moment tu tombes en amour pour le hip-hop. À quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier. Et pendant cette navigation, mais aussi les galères que tu as rencontrées. Ouais. Parce qu'on sait que c'est pas facile d'entreprendre. Ah non, clairement. Tu vois, je te suis. Voilà, on est déjà d'accord sur un point. tu vois, et les gens, enfin notre audience, je fais ça pour vous encore une fois, hein. Je veux que vous vous asseyez, vous soyez concentrés sur les difficultés qu'il va émettre pour que vous puissiez voir comment ça peut s'adapter à vous. Donc, c'est parti. Donc, ça commence où ton histoire et comment tu fais pour avoir ces connexions? Parce qu'on dit toujours qu'on est à 5 personnes de la personne qu'on veut toucher. Ouais. Donc, moi, j'en suis à une, là, ça y est. T'en as une? Ça y est, j'en suis à une. Il ne reste plus qu'une. C'est vrai? Donc, vas-y, c'est parti. Alors, comment ça commence quoi? Le hip-hop ou au Max? Comment ça commence? Tu vois, on va reprendre vraiment avec les mots et ça va vraiment faire du storytelling. Ce petit gars de Marie-Galante, tu vois, qui a grandi à Évry et qui se dit... À Épinay-sur-Seine. À Épinay, excuse-moi. Épinay-sur-Seine. Et qui se dit, vas-y, j'ai envie d'entreprendre, tu vois. Et ouais. Là, on a quelle année? Alors, je peux pas en fait commencer par l'entrepreneuriat sans passer par cette nuit spéciale qui a vraiment changé ma vie et qui en fait a vraiment tout rythmé. J'ai la chance d'avoir 2 grands frères, Tony et Olivier, qui ont 5 et 7 ans de plus que moi. Et un soir, ils m'ont réveillé pour regarder donc Rapline, l'émission qui était diffusée sur M6, présentée par Olivier Cachin, pour regarder en fait des clips de rap français. C'était la première fois que le rap français avait des clips. Moi, j'ai 7-8 ans à l'époque, je sais pas de quoi ils me parlent, mais ils me disent, viens voir, là, ça commence à... Ce truc-là, on sait pas ce que c'est, mais c'est intéressant. Il faut venir voir. Voilà. Et donc, ils me mettent devant la télé, t'imagines un enfant de 8 ans à minuit devant la télé, un peu fatigué, tout ça. Et je vois là, le clip d'NTM, donc Le Pouvoir, avec Cool Chain et Joey Star. Et ce qui m'a marqué, tu sais, je suis né dans les années 80, et la télé était un peu l'alpha et l'oméga de tout, en fait, tu vois, voilà, des médias, de l'information. Et nous, on n'existait pas, en fait, dans ce carré magique, tu vois. Moi, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine en 93.
Je suis un jeune noir originaire des Antilles, et je n'existe pas, tu vois, à cette époque. Et je vois, d'un coup, dans la télé, Saint-Denis. Je vois une ville donc frontalière à Épinay-sur-Seine, je vois des gens qui me ressemblent, je vois un rythme qui me parle, je vois une musique qui me plaît, je vois des gens habillés comme les gens que je vois dehors, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que les petits Marseillais ont eu le même choc en voyant Ayam, etc., etc. Des petits Sarcellois en voyant le ministère ailleurs et tout. Ouais. Et moi, c'était NTM, quoi. Et ce soir-là, je ne sais pas, je ne connais pas le rap français, je ne sais pas ce que c'est, mais ce soir-là, je me dis, ce truc-là, je vais en faire partie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux... C'est comme ça que le hip-hop m'a touché. Certains ont eu le choc avec Michael Jordan, d'autres ont eu le choc avec Pelé ou Zidane plus tard, d'autres... Moi, ça a été ce soir-là, et la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai pu interviewer, rencontrer, travailler, connaître, collaborer avec Joe Star, avec Cool Chain. Donc, ouais, la boucle a été bouclée, voilà. Et l'entrepreneuriat, pour répondre à ta question... c'est venu, tu sais, je me suis jamais dit un jour que je serais ou que je vais devenir entrepreneur. Déjà parce que, c'était impossible. Tu sais, comme je te dis, on arrive en 98 pour mettre un peu une date. J'ai 16 ans, 16-17 ans. Et en fait, à l'époque, monter une société, c'est quelque chose qui... Par contre, du combattant. Et puis même, tes parents, j'imagine qu'ils n'étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et, tu vois, c'était des salariés et ça se passait très bien. Moi, personnellement, mon père était fonctionnaire. Okay. Et voilà, ma mère était salariée. On a eu de la chance, franchement, d'avoir une famille, alors loin d'être aisée, mais en tout cas une famille qui pouvait aller, voilà, je pouvais aller en vacances, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était pas quelque chose d'atteignable, en fait. C'était quelque chose qui n'existait pas. Et quand moi, mon premier vrai projet, avec un début, une fin, ça a été mon magazine. Donc avant tout ça, j'ai rappé, j'ai dansé, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas rentrer dans l'hip-hop sans avoir fait tes classes. Donc j'ai rappé, j'ai dansé, j'ai tagué. D'ailleurs, le nom Omax vient de là. Le nom Omax, juste une petite parenthèse, c'est venu de Max Lore, qui était une danseuse, qui dansait notamment pour MC Solar dans le groupe Boogie Side. Et moi, en fait, je dansais avec Francis, paix à son âme, qui dansait avec elle. On n'était pas vraiment dans le groupe. Oui, bien sûr. Non, ah oui, quel groupe? C'était obligatoire. Justement, non mais en fait, comment dire, t'avais Boogie Side. Ouais. On n'était pas dans Boogie Side parce que c'était un groupe de normal, etc. Mais dans Boogie Side, il y avait donc Francis qui nous donnait des cours à Épinay. Ah, ok. Donc voilà, donc j'ai fait du break, j'ai rappé, j'ai fait les premières parties de Busta Flex, de Pete Bacardi, j'ai enregistré quelques mixtapes, tout ça. J'ai tagué, voilà. Mais de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire parce que à mon époque tu devais faire un truc. Tu devais rentrer dans ça. Tu n'avais pas de spectateur, tu n'avais pas d'auditeur. Tu étais soit acteur, soit tu n'existais pas en fait, tu vois. Et donc Max Lore, et un jour en cours d'anglais, on m'explique que O'Connor, O'Brien, O'Dowell, tu vois, ça veut dire famille, la famille d'Odowell, etc. Tu vois, tu racontes quelque chose. Moi, je veux être. Tu veux laisser ton empreinte. Voilà, je veux être la famille de Max Lore. Elle danse de ouf et tout, donc O'Max. Et quand il a fallu trouver un nom pour le magazine, donc le premier projet dont je te parlais, on refait un peu la boucle. Mais en fait, il y avait tous mes grands qui avaient des noms de famille. Donc Busta Flex d'Épinay, Joe Star, Cool Chain, etc. Et donc moi, au maximum, le I c'était un peu moche, notamment en graffiti, tu vois. Difficile à mettre. En dessous, 6 MUM, ça faisait 5 rows, voilà, donc 6. Et donc au maximum, c'est devenu le nom du magazine, mon nom, le nom du magazine. Et le magazine, pourquoi? Parce que j'étais super... on va souvent revenir à ce truc-là durant l'interview, je pense, mais j'étais super fâché contre les magazines de l'époque, que je trouvais très, très consensuels. Alors je consommais tout, RER, Radical, L'Affiche, voilà, je consommais tout, mais je comprenais pas, dans un hip-hop aussi clivant, tu vois, à notre époque, il y avait quand même les gars du 9-3, les gars du 9-5, les gars de Marseille, les gars, tu vois, et c'était pas la même chose, c'était pas le même rap. Les gars de Paris étaient encore différents des gars de banlieue. Les gars de 9 encore aussi. Et ouais, voilà, exactement. Et là, je lisais des magazines où tout le monde était gentil, tout le monde était cool, tout le monde était le meilleur rappeur. Pas ça, voilà, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'énervait un peu. Donc moi, du haut de mes 16 ans, en voulant refaire le monde, j'ai décidé de monter mon propre magazine. Et c'était un fanzine en noir et blanc que je faisais les interviews, je les écrivais. À 16 ans? À 16 ans. Je prenais les photos, je les développais, je les scannais au scanner de la mairie. Je revenais avec ma disquette, je les mettais sur l'ordinateur de mon frère, je faisais la mise en page sous Word, et j'imprimais ça, et j'allais à la mairie de ma ville pour les photocopier.
Et ce magazine m'a permis de me faire une place dans le rap, de me faire une place dans la culture, parce que j'allais à la rencontre des rappeurs. Et en fait, j'ai rencontré tout le monde de Paris à Marseille, voilà, grâce à ce magazine, quoi. J'ai rencontré À 16 ans. Entre 16 et 20 ans. Voilà, j'ai rencontré, comme j'ai dit, Joey Star et Cool Chain, j'ai rencontré Fab, j'ai rencontré le jeune groupe Psychiatre de la Rime. Ah ouais. Paix à son âme, Assis Astal, tu vois, qui n'est plus là. J'ai rencontré Mokobé, enfin voilà, j'ai rencontré tout le rap français. Tout le gratin grâce à ce magazine, et au fur et à mesure, tu vois, la Funky Family, Factor X, Nouvelle Dot, bref, tout le monde, tu vois. Et c'était cool parce que je faisais quelque chose de concret. Et ça m'a permis, je pense, d'éviter plein de galères qui arrivent aux gars de banlieue, parce que j'avais un projet qui me permettait d'ouvrir. Un truc dont je parlais dernièrement, une petite anecdote marrante dont je parlais dernièrement avec mon frère. Tu sais, j'allais souvent à l'émission Sky BOSS qui se passait chez Joey Star. Ouais, je me rappelle de ce truc-là. Et en fait, je me suis toujours posé la question, tu vois, l'adrénaline et les souvenirs que tu perds, voilà, je me suis toujours posé la question de comment je rentrais chez moi. Parce qu'en fait, l'émission commençait à minuit. Ouais. Donc, j'arriije à minuit, d'Épinay à Saint-Ouen, donc je prenais sûrement le bus pour y aller. Mais à partir de minuit, j'ai appris comment tu vas tu vois. Donc, je me suis toujours posé la question. Donc, en fait, je devais marcher de Saint-Ouen à 4h du matin, de Saint-Ouen à Épinay. Mais j'avais tellement... tu sais, t'arrives dans une salle, t'as Sully Céphile, t'as Bustaflex, t'as Joey Star, t'as des rappeurs qui passent. Et ça envoie. Tu vois ce que je veux dire? T'as Joey Star qui te dit c'est chambé ce que tu fais. Le même mec que t'as vu à 8 ans dans ta télé, quoi, tu vois. Qui te dit c'est chambé ce que tu fais. Après, tu rentres chez toi, tu voles, en fait. Tu vois, tu voles, t'es sur un petit nuage. Et donc, voilà, c'était incroyable. Franchement. Donc, tout le début vient de... Alors, est-ce que ce magazine, il t'a permis de gagner de l'argent, ou c'était surtout pour développer ton réseau, la passion? Alors, oui et non. Bien sûr que non, par rapport, quand tu fais un ratio aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, temps, investissement, photocopie, etc. Non. Mais par contre, je me souviens d'une fête de quartier où il fallait, bien entendu, tu vois, c'était une grosse camp de fête de quartier, il fallait réserver un stand, tout, etc. J'ai vu des tables, j'ai vu une place. J'ai appelé mes potes, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit hey, nous on prend une table chez moi, on amène la table, on fait genre, on s'incruste dans la fête de quartier, on a mis une table de chez moi et on s'est posé là. Et on a mis un petit Tupperware, une petite box en mettant mettez ce que vous voulez. Et c'est la première fois que j'ai vu des gens mettre de l'argent et en fait acheter le magazine. Donc c'était en francs, tu vois, 10 francs, 5 francs, tenez les jeunes, faites ça. Et à la fin, tes premiers magazines. Tu te dis, en fait, j'ai fait quelque chose, je l'ai produit, je l'ai réfléchi, je l'ai créé, et les gens l'achètent, quoi. Donc, bien entendu, c'était une fois, c'était pas, je te parle pas de budget ni de gain, tu vois, mais j'ai gagné de l'argent grâce à quelque chose que j'ai fait. C'est l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Et c'est comme ça que tu vois le petit déclic qui te permet de dire, ok, ben là, j'ai fait quelque chose seul, sans avoir besoin d'un patron, sans avoir besoin de quelque chose, sans avoir besoin qu'on me dise quoi faire, et je l'ai fait. Parce qu'à l'époque où tu fais ça, toi, on est en quelle année? C'est 98, je pense, 16 ans, entre 98 et 2000, ouais. L'Internet n'est pas développé comme ça. Ah oui, non, bien sûr que non. Donc ça veut dire que ce que tu fais là, t'es un précurseur, mec. Ah, tu vois clairement. Là, aujourd'hui, tu tapes comment devenir riche ou comment faire un business, tu vois. Avec ChatGPT, tu donnes ton plan, tu vois. Là, ce que tu as fait à l'époque, déjà, ça veut dire que tu étais déjà encore... Tu pensais déjà différent de la masse, tu vois. Ouais, mais c'est parce que tu sais... Alors ça, tu vois, tu dis que tu veux donner vraiment un exemple et tout. Ça, c'est parce que justement, j'ai suivi les exemples. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui a été très tôt fan des managers, des producteurs. Tu vois, NTM, je savais qu'il y avait Seb Faran qui les manageait, qui gérait. Au début du clip de Ministère Hammer dans Rapline, il y a Kenzie qui passe un coup de fil. Et je me suis dit, c'est qui ce gars? Donc je commence à regarder un peu les émissions et je vois que c'est le porte-parole. Puis je comprends que c'est manager. Puis il deviendra le producteur génialissime de tout ce qui deviendra le secteur A. Ouais. Et moi, Kenzie, je le connaissais. Tu vois ce que je veux dire? Je savais qui était cette personne. Et donc ton entourage. Je suivais un peu, tu vois, je ne connaissais pas personnellement, mais je savais qui était qui. Et même après aux États-Unis, alors après les Russell Simons, tout ça, etc. Et tous les autres que tu m'as cités. Voilà, tu vois, ça c'était des gens qui étaient vraiment des exemples. Et donc, par rapport à tout ça, je ne comprends pas le business, mais je sais qu'il faut s'y mettre. Voilà, je ne sais pas comment le faire encore, mais je sais qu'il faut essayer. Voilà, il faut tenter des choses pour qu'il y ait des résultats. Tu ne peux pas attendre comme ça et attendre que quelqu'un vienne t'aider. Je vais aller dans un truc encore plus deep. À ce moment-là, on est en 98, Internet, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais. Tu vois qu'il y a un truc. Et à ce moment-là aussi, il y a le bon et le mauvais dans la rue. Hein. Ouais.
Tu vois? Et toi, tu choisis de suivre des gens. Tu sais pas si c'est bon, mais tu sens que le truc, il faut y aller. Tu aurais pu être attiré vers autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, déjà, ben, tu fais ce que tu fais, mais tu vas pas dans le mauvais côté? Ben, c'est la passion qui m'a sauvé, tu vois. Comme quelqu'un qui joue au basket passera des heures sur un terrain de basket et pendant qu'il est sur le terrain, ben, va pas faire autre chose de plus négatif. C'est ma passion qui m'a permis de, tu vois, de passer outre tout un tas de trucs qui auraient pu m'arriver et de ne pas me mettre. C'est pas que je suis plus intelligent que quelqu'un ou que je suis plus malin. C'est juste que j'ai évité les problèmes en faisant autre chose. C'est-à-dire que pendant que des gars en bas de chez moi ont peut-être été tentés, peut-être même, je vais même reprendre ma phrase, peut-être que des gars en bas de chez moi plus intelligents que moi, plus malins que moi, qui auraient eu un meilleur parcours que moi, ont été tentés par des choses parce qu'ils n'ont pas, eux, capté leur passion. Ben moi, je lisais l'affiche chez moi. Moi, j'écoutais en boucle le dernier album d'NTM chez moi. Moi, mon but, j'avais pas les dernières baskets à la mode, mais en fait, je lisais The Source, donc je voyais les baskets, donc je savais que c'était inaccessible, donc ça me dérangeait pas d'avoir des Nike moins chaudes que celui peut-être qui était en train de faire des trucs un peu crapuleux dans la rue, tu vois, parce que ça me dérangeait pas, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le dernier son, d'avoir le dernier clip, d'avoir le dernier truc. Donc quand tu as une passion comme ça, tu sais, les vrais gars qui jouent au basket, ils n'ont pas besoin d'avoir, quand tu les vois sur le terrain, ils n'ont pas le dernier maillot LeBron, etc. Hein. Ils arrivent avec leurs plus vieilles fringues pour se donner à fond. Exactement. Et ben c'était ça en fait, moi, mon truc par rapport à la musique, quoi. Tu vois, j'avais pas besoin du dernier truc. Par contre, l'album de Bustaflex, quand il est sorti, donc le gars de chez moi, le premier album de Bustaflex, j'ai pris toutes mes pièces, toutes mes économies, et je suis arrêté à la Fnac pour l'acheter, tu vois. Pendant que j'étais à la Fnac, encore une fois, j'étais pas dans la rue, tu vois. J'arrive devant le rayon. J'avais pas assez d'argent pour acheter le CD, j'ai acheté la cassette, mais j'avais ma cassette. Et la cassette, je l'ai encore chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu l'as cramé la cassette. Voilà, tu vois, c'est toi qui l'as effacée. Il n'y a même plus d'écrit Bustaflex dessus. Mais c'est la passion qui te permet de passer outre ça, tu vois. Vrai, et peut-être que cette journée-là, j'aurais pu faire autre chose qui m'aurait amené dans des problèmes. Mais j'ai été acheter la cassette. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est juste s'occuper en fait, s'occuper. Tu viens de dire un truc qui est puissant et ça revient encore sur tous les entrepreneurs qu'on a eu. Hein. À travers ce mot passion, il y a l'obsession. Exactement. Tu vois? Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils perdent ça. Ils ont plus ce truc-là d'avoir la faim, la dalle, de rester sur ton échec, de répéter, jusqu'à ce que tu l'obtiennes. C'est ça. Alors après, pour contrebalancer, pour pas détruire la jeunesse quand même. Il faut pas non plus. J'ai quand même eu la chance, encore une fois, d'avoir 2 grands frères et d'être aux premières loges de la création d'une culture qui était totalement... ça n'arrivera plus 2 fois. Non. Voilà, ça n'arrivera plus 2 fois. Nous, on a vu la création de ce truc-là aux États-Unis et en France. Ah, Non, mais je voyais, tu voyais, tes grands frères. voilà, tu voyais, même au niveau de la musique, tu vois, quand, je dis un truc bête, quand le Wu-Tang a débarqué, ça n'arrivera plus jamais. 10 gars qui arrivent d'un quartier que personne calcule aux États-Unis et qui arrivent et qui font ce qu'ils font. Tu vois, je te veux dire, ça n'arrivera plus jamais. Donc, on a quand même eu la chance de vivre quelque chose qui forçait un peu la passion. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Moi, dans ce que tu dis, je me revois aussi au travers, parce que moi, tu vois, mon père, je ne l'ai pas connu, et moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans, tu vois. Et j'ai mon grand cousin Jimmy, donc s'il voit ce podcast, dédicace pour lui, lui faisait du basket, et c'est lui qui m'a un peu ramené dans ce truc-là, tu vois. C'est ça. Où, tu vois, quand il y avait les matchs de NBA, parce que nous, on était en Guadeloupe, tu vois, et c'était Canal 10. Oui. Tu vois, oui. Il venait me dire, viens, faut que tu regardes ça. Moi, je comprenais rien à ça, tu vois. Ouais. Mais par contre, il m'a donné la culture de la basket à cette époque-là, tu vois. L'énergie, le truc du hip-hop, les sons. Oh, c'est vrai, comme tu dis, c'est un truc qu'on va plus jamais. Du coup, tu disais, tu as eu la chance d'avoir 2 grands frères. Tes 2 grands frères, ils étaient aussi. Je pense que comme ils t'ont demandé de venir voir le clip, c'était dans le mouvement hip-hop. Ouais. Est-ce qu'eux, ils t'ont ouvert des portes? Ils avaient aussi des contacts? Ou c'est toi qui t'es fait tout seul? Ils m'ont permis d'être ce que je suis, mais par contre, je suis seul à avoir été aussi loin dans le business de la musique. D'accord. Tu vois? Et non, ils n'avaient pas... Alors, mon frère Tony rappait, donc il avait des connexions, il avait tout ça, etc. Mais le temps a passé, il avait 5 ans de plus que moi, et quand vraiment, moi, je suis arrivé dans ça à 16 ans, je suis vraiment le seul à avoir eu autant de... Après, j'étais journaliste, donc c'était plus simple, plutôt qu'acteur, tu vois, en tant que rappeur, etc. Donc voilà, c'était plus simple, entre guillemets, parce que les gens avaient besoin de toi, entre guillemets. Mais non, je suis le seul à vraiment avoir été... à professionnaliser la chose. Mais là, c'est puissant ce que tu viens de dire là, parce que les gens négligent le métier du livre.
Tu vois? Et là, tu es en train de me dire que grâce à ce magazine, tu es devenu professionnel, tu es devenu journaliste du milieu hip-hop. Tu vois? Mais encore, tu es dedans. C'est ce qui t'a permis d'arriver à ce que tu fais là, tes lettres de noblesse là. En fait, c'est, mine de rien, ça t'a... Le papier t'a amené loin. Et il a encore... Tout à fait. Il va rester là, c'est comme de l'immobilier en vrai. Exactement. Ouais. C'est comme de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose que, tu sais, je sors de une dizaine d'années, non, allez, quinzaine d'années partagées entre l'événementiel et la communication. Et l'événementiel, alors tu peux faire le plus grand concert de ta vie si tu veux, bah, le lendemain en fait, t'as remballé et puis tu rentres quoi. Et même si ça s'est bien passé. Hein, tu vois. La communication, j'ai des disques d'or chez moi, des disques de platine, des disques de diamant, à ne plus savoir qu'en faire, je sais même plus où les accrocher. Mais là, toi en tant que communicant, tu as fait l'album, tu as sorti l'album a fonctionné, l'artiste c'est son album et ça sera le sien toute sa vie. Toi tu es juste un prestataire qui a fait ce que tu avais à faire à un moment donné. Tu vois, là aujourd'hui, et en plus maintenant avec le stream c'est x10 parce que voilà, tu as chaque semaine 1000 albums qui sortent, donc ça passe très vite. La compétition elle est rude. Un livre, moi j'ai des livres de mes parents chez moi. C'est pas plus compliqué, j'ai des livres que mes parents ont achetés jeunes chez moi. Et un livre, le geste de jeter un livre, faut être fort quand même. Moi j'ai jamais jeté un livre. Tu vois ce que je veux dire, soit tu le donnes, soit tu le prêtes à quelqu'un, voilà, mais en tout cas tu jettes pas des livres. Voilà. Et donc ça résume tout ce que tu as dit. Non mais c'est puissant parce que, et c'est justement là où je t'emmène. À quel moment tu sais, parce que tu découvres ta passion qui est le hip-hop, tu te lances grâce au magazine, c'est dur. Je sais que c'est dur, parce que sortir du magazine, les gens, à ce moment-là, les gens, peut-être, oui, quand même, ils lisent plus qu'aujourd'hui, tu vois. Mais ça reste dur parce que ça reste un support papier. Les gens aiment être dans le présent, ils aiment être dans le réel, tu vois. Et toi, on parle de 98, tu continues, tu insistes, parce que tu persistes, tu as 16 ans, tu gagnes pas d'oseille. Il faut parler français, tu vois. Oui, bien sûr. Tu gagnes pas d'oseille. À quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier? Alors en fait, entre le fait d'entreprendre et le fait d'en faire mon métier, c'est la nécessité qui a fait que j'en ai fait un métier en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, je ne gagne pas d'oseille et j'ai plus d'oseille. C'est-à-dire que l'âge avançant, je vois mes potes passer le permis, je vois mes potes parfois s'installer, enfin voilà, et moi je suis là, je fais un magazine quoi. Mais c'est cool, mais c'est pas ce qui va te faire gagner ta vie. Donc bien sûr, je continue mes études, etc. Mais voilà. Et à un moment donné, il me faut de l'argent. Donc pour sortir un magazine et pour vivre aussi. Donc, et j'ai un pote qui me conseille d'aller chez Urbanact. Urbanact, c'est une société qui distribue des flyers, comme les affiches du street marketing. Et il me dit, ouais, c'est pas très compliqué, vas-y, et peut-être qu'ils vont me prendre. Et j'arrive chez Urbanact, fast forward, j'arrive, et en fait, je vois un bureau avec des jeunes. Tu vois, c'était incroyable parce que pour moi, en fait, un bureau, c'était vraiment le côté costume. Tout le monde a 10 ans de plus que toi, il faut que tu te mettes des fringues qui ne te parlent pas, que tu aies une attitude qui ne te parle pas, etc. Là, pour moi, j'ai 20 ans et moi, je vois en fait, le patron Olivier devait avoir 10 ans de plus que moi, grand max, tu vois, il devait avoir 30 ans, tu vois, il y a 30 ans, t'es encore jeune, t'es encore frais, tout ça. Et en plus, ils sont dans une équipe de street marketing, musical et tout. Et donc, je vois en fait un bureau avec des affiches de Nas, de Wu-Tang et tout. En fait, on peut avoir un bureau comme ça. Et à ce moment-là, je me dis, ok, donc en fait, ça peut exister, ça peut se faire en fait. Donc je me fais embaucher, distribue des flyers, et à un moment donné, il lance une marque, tu vois, c'était la grande époque des marques, Comate, Royal Wear, voilà, il y avait plein de marques qui se lançaient, et il lance une marque et ils me disent, en fait, on a vu que tu étais assez futé, que tu gérais bien tes campagnes, en plus que tu gérais ton projet, ça aussi très important pour les jeunes, il n'y a pas de meilleur CV qu'un projet. T'as beau raconter tout ce que tu veux, t'as beau raconter ton CV, tout ce que tu sais faire, etc. Quand tu montres à quelqu'un ce que tu fais, quand tu peux lui montrer ce que tu fais de tes heures personnelles, voilà, moi je fais ça, j'ai monté tel podcast, j'ai monté telle équipe de cinéma, j'ai monté telle association, etc. C'est le meilleur CV. Moi, ils ont vu parce que j'arrivais au bureau, je distribuais des magazines, tu vois. Et ils ont vu, ok, donc il sait en fait tenir un projet seul, de A à Z. En fait. Et donc ils ont vu ça et donc ils m'ont confié la communication de la marque de fringues, Urbanact. Et de là, je commence justement à pas être entrepreneur, mais je suis tellement à fond dans ce que je fais que j'entreprends au sein de la boîte, tu vois. Je monte des catalogues, je place la marque sur des émissions de télé, je fais en sorte que la marque soit vue sur des rappeurs, etc. etc. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit.
Jusqu'au jour où on fait un Who's Next, donc qui est un grand salon de la mode parisien où toutes les marques internationales viennent présenter leurs collections. Et en fait, en gros, il y a Sully Seyfield que j'avais déjà rencontré en l'interviewant dans le magazine, qui avait, nous on avait un petit stand grand comme la table, avec un stand et tout, Urban Act et tout, tu vois, donc voilà. Et je fais venir du monde, je fais venir des potes à moi qui dansent devant le stand, etc. Je fais du bruit par rapport à notre petit stand. Sully voit ça. Et se dit, ouais, ce gars-là, il était venu m'interviewer, son interview était intéressante. Là, je vois qu'au final, il fait un truc avec une marque de fringues. Il vient me voir, il me dit, lundi, tu es dans mon bureau, lundi, tu commences sur Urban Act. Chez Royal Wear, pardon. Sur Royal Wear. Ah oui. Et Royal Wear, moi, j'achetais du Royal Wear. Tu vois, moi, Royal Wear, je voyais Bustaflex, le grand de chez moi, avoir fait une pub pour Royal Wear. Je voyais Joey Star avec des bandeaux Royal Wear à Cannes. Pour moi, c'était ça, Royal Wear. Moi, j'allais chez Royal Wear comme, tu sais, en plus... Pour revenir un peu vite fait, mais il y avait, tu sais, il y avait beaucoup de clans à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui où tu sais même pas d'où viennent les rappeurs. Là, tout le monde est gentil, tout le monde est bisounours. Tu vois, c'était pas ça. Bullerod, c'était un peu les mecs de Bullerod Wear, pardon, pour la marque de vêtements, c'était un peu les gars du Sud, donc Marseille, Toulouse, tout ça. Il y avait Dia qui était les gars de Sarcelles. Et voilà. Et Royal Wear, c'était un truc de mon coin. C'était pas forcément du 93, mais c'était le hip-hop. Voilà. Il y avait Cool Chain, Bustaflex, voilà, qui mettaient du Royal Wear, Lady Leslie, Matthew Stone, Lord City, tous les gars qui me parlaient en fait moi. Et Sully vient me dire, viens dans mon équipe, quoi. Je sais pas si tu vois, faut vraiment se rendre compte, c'est l'équivalent, tu vois. Royal Wear, c'était 3 étages à Châtelet, boulevard Sébastopol. Moi, je finis mes études, je fais mon magazine, et un matin, il me dit, un week-end de Who's Next, il me dit, lundi, t'es dans notre bureau, quoi. Et il me dit ça, et viens, et j'arrive là-bas. Et je suis resté 4 ans là-bas. Et c'était totalement 4 ans de folie, jusqu'au jour où, par exemple, si on doit résumer ça en une anecdote, un jour on nous appelle, on nous dit, ouais, il y a Snoop qui est en France, et il fait un concert ce soir. Il y a MTV qui le suit pour faire le MTV Diary. À l'époque, c'était une émission où tu le voyais en Espagne, en France, etc. Et en fait, il veut venir chez Royal Wear. Donc là, il y a Sully qui me dit, bon, gars, on a un truc à gérer là, il y a Snoop qui arrive. Donc on se met ensemble, on fait un plan, on le sort tout, le double XL, tout ça, etc. Snoop arrive. On lui file des fringues. Et Sully dit, ouais, tu sais qu'on a un studio, parce que Sully avait installé un studio dans les bureaux. Et on met du son, on met de l'instru. Il dit, ouais, ton instru, elle est sympa et tout, machin. Ouais, c'est cool et tout. Et en fait, il va dans le studio et il enregistre un son. Donc Sully, toute l'équipe, on a un son de Snoop. Qu'on peut pas sortir, bien entendu, avec les droits de ça. Mais on a un son Snoop, rap, Royal. Et ça, en fait, je l'ai vécu, tu vois. Moi, il y a des images de ça et tout, mais moi, j'ai vécu ça. Et moi, j'ai 20 ans, 22 ans à l'époque, tu vois. Et ça, c'est des choses qui, après, tu vois Sully en tant que patron. Tu te dis, mais je vais manger le monde. Quand tu vois un exemple comme ça, tu te dis, voilà, j'ai mangé le monde. Et pour en revenir à une discussion qu'on avait un peu off avant, moi, Sully, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il m'appelle à n'importe, tu vois, et je lui dis en vidéo, oui, normal. Je m'appelle à n'importe quel jour de l'heure de la nuit. Ah, je l'ai prouvé maintes et maintes fois, et ça, il le sait. Là, on a le plus besoin. Ça, il le sait, tu vois. Petite question, un peu deep, j'adore faire ça. N'hésite pas. À ce moment-là, Royal Wear, Sully Seyfield là, ouais. Il pèse combien sur Parce que tu vois, il y a un chiffre, 10 millions de CA. Ah ouais. Et il le faisait au calme. Il y a un chiffre, il explique, si tu regardes sur internet, il t'expliquera les vidéos. Non, c'était vraiment incroyable, Royal Wear. C'était des classeurs à Carrefour, c'était des sacs à dos, c'était des fringues, c'était des baskets. On a gagné un prix Marionneau pour un parfum. Devant, le soir du prix en question, Sully s'était fait un costard Royal Wear, double XL et tout. Et nous, on était tous là avec le costard et tout, on était tous là. Et on gagne le prix devant des maisons de parfumerie. Je peux le croire. J'avais un suite Royal Wear à l'époque. On avait tous du Royal Wear à l'époque. C'est pour te dire, moi, mon prime de l'époque, pour te dire, c'est un jour, je suis quelque part, je ne sais plus où je suis, et il faisait chaud. J'avais mon pull Royal Wear orange, Royal Wear, avec le logo comme ça, là, rectangulaire. Et j'ai chaud, et je retire mon pull Royal Wear, et j'ai un t-shirt orange Royal Wear en dessous, pareil, et on me dit, mais attends, gars, t'es trop chaud, tu vois. C'était vraiment le prime, tu vois, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour en revenir pour le thème un peu du podcast, je trouve ça super dommage qu'aujourd'hui, on parle de merch. En fait, soit on parle de merch, soit on parle de Louis Vuitton. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de souci, et je trouve ça super dommage qu'avec la force qu'ont pris les rappeurs aujourd'hui, en termes d'influence, en termes de représentation avec les réseaux sociaux, Royal Wear, on a fait ça sans Internet quasiment. Non, c'est ce que vous avez fait là. Sur la fin de Royal Wear, c'est là qu'Internet arrive. Mais tout ce que vous avez fait là, c'est le marketing digital d'aujourd'hui. Tu vois, je te veux dire, et là, les mecs ont cette influence-là, et je les vois pas en fait lancer. Il y a Big Flo et Oli qui font un super taf là-dessus, avec leur marque, tu vois.
hormis ça, je vois pas de grandes marques, tu vois. Je vois du merch, je vois pas de... Et ça, c'est super dommage parce que moi, je vois les petits aujourd'hui devant les collèges, devant les lycées. Au final, ils sont pas habillés de manière... Ils sont habillés normalement, quoi. Et puis le hip-hop se perd à travers ça, parce que tu vois, avant, quand tu voyais un chanteur, t'avais envie d'être comme lui. Ouais, exactement. Il y avait Comate, comme moment, quand ça, c'était Joey Star. Joey Star, je te dis un truc pire, tu reconnaissais les mecs dehors, tu reconnaissais les mecs dehors, la façon dont ils étaient habillés. Et moi, je disais bonjour à des gens, juste parce qu'ils étaient habillés comme moi, et parce qu'on était pas tous habillés comme ça. Tu vois, et comme tu dis, il y avait des clans. Tu savais que lui, il écoutait son façon de s'habiller. Non, c'était un truc à l'époque. Haute strate entrepreneuriale, Comate avait diffusé des suites Comate quasiment 1 an sans les mettre en vente. Quand tu avais un mec en Comate dehors et que tu le voyais, tu savais qu'il était proche, pas de Joey Star. Tu vois, je te jure que quand Comate a mis ces trucs en vente, le jour même, j'ai été acheter mon suite Comate rouge. Ah, moi, j'ai été l'acheter, je l'ai pas lâché, je te jure. T'as toute mon année de, je sais pas quel collège ou lycée, tu me vois toutes les photos que tu peux voir. Je me rappelle très bien. Même, tu vois, c'était quoi? Il y avait la couleur rouge, il y avait l'orange, il y avait le bleu, il y avait l'argenté. Et à chaque fois, je me rappelais bien, dès que tu avais ton pull ou tu avais ton t-shirt, fallait que tu aies les requins qui aient avec. Ah oui, tout à fait. Sinon, tu n'étais pas dans le truc, tu vois. La casquette, le truc. Tu vois, c'est une scène. Mais c'est vrai que, tu vois, le hip-hop, c'est puissant parce que c'est de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, il n'y avait que ça. Là, en fait, on parle de marketing, on parle de sponsoring, on parle de représentation, on parle de séries limitées. Tu sais, nous, on met des stratégies hip-hop là-dessus, mais ce sont des termes commerciaux et marketing très très forts. Mais même tu vois ce qu'aujourd'hui les gens ils font là, tu sais, les télé-réalités là. Ouais. Mais ils le faisaient déjà. Tout à fait. Ils le faisaient déjà. C'est ça. Sauf que c'était pas controversé comme eux, tu vois. Exactement. Parce qu'ils vendaient pas du caca aux gens, tu vois. Bon, bref. Pour en revenir à ton parcours, du coup, une fois que tu étais rentré chez Royal Wear, tu continuais ton magazine? Bien sûr, je continuais le fanzine. Et après, le vrai moment où j'ai dû arrêter, parce que j'avais vraiment plus le temps, c'est quand la fin de Royal Wear est arrivée et que, j'ai rencontré en fait mon meilleur ami Didier Piquion à Urbanact, où lui travaillait pas en tant que distributeur de flyers, mais vraiment en tant que responsable marketing, responsable des opérations. Et donc, on est vraiment devenus inséparables là-bas. Donc moi, je pars chez Royal Wear, lui démissionne d'Urbanact pour monter en fait une structure d'événementiel. Et quand Royal Wear s'arrête, je le rejoins en tant qu'associé dans la structure d'événementiel, qui s'appelle Make It Clap. Et pendant une bonne dizaine d'années, on fait... on crée au sein de Make It Clap ensemble la soirée Hip Hop Love Soul. Et encore une fois, s'écouter, si on doit donner des conseils, s'écouter et croire en son projet. Hip Hop Love Soul, c'est né comment? C'est né du fait que moi, ayant quitté Royal Wear, lui ayant démissionné, au final, on n'a rien d'autre à faire que de sortir. Tu vois. Et donc, on sort à deux, entre potes, et on se rend compte qu'on doit faire plusieurs soirées pour avoir la soirée qu'on veut, en fait. On doit aller dédicace à Big Jourville au Gibus pour avoir un peu de son. On doit aller sur les champs pour avoir un truc un peu bling-bling et classe un peu. On doit aller notamment aussi aux coulisses pour écouter un peu de soul, tu vois, avoir un peu de gens qui connaissent la musique, vraiment, etc. Et on se rend compte que tous ces gens-là ne communiquent pas entre eux. Donc ça, tu vois, entrepreneuriat, communauté, mise en relation, voilà, il y a une solution. Et en fait, on fait une soirée qui s'appelle Hip Hop Love Soul, qui réunit en fait tout ce que nous, on aime en fait. Et on commence de manière très humble dans une petite salle à la Seine-Bastille, 500 personnes, en coproduction avec la Seine-Bastille, donc on n'a pas de frais à avancer. On a juste en fait les DJ qu'on doit payer, la communication, et eux nous mettent à disposition la salle et tous les moyens pour qu'on puisse faire tout ça. Et première date, je suis pas sûr que ce soit 2006, mais je pense que c'est 2006, mais 14 juillet, donc la pire des dates, parce que c'est la seule date où tu peux être sûr que tu sors pas de l'argent pour sortir. Tu sors dehors, quoi, tu fais juste la fête avec tes potes dehors. Mais c'était la seule date qui restait, donc on s'est dit, on y va, on fonce. Et moi-même, j'avais récupéré tout ce que j'avais appris du street marketing, de la promotion, de Royal Wear pour faire de la promotion. Didier était plus sur vraiment la création, la conceptualisation des soirées, les DJ, quoi prendre, quoi choisir, quand mettre et tout, etc. Et à deux, on commence ça. Le soir même, j'étais encore à Bastille en train de faire des flyers. Des tracts aussi, tu vois, distribuer des flyers. Ça aussi, petit conseil, quand tu crois en ton projet, n'aie pas honte. Moi, je vois des gens aujourd'hui, ils ont sorti un t-shirt et ils sont trop hauts pour porter des cartons. T'as pas compris comment ça se passe, tu vois. Moi, à l'époque, je suis, en toute modestie,
Je suis Alexis d'Au Maximum, je suis Alexis d'Urbanac, je suis Alexis de Royal Wear. Je viens de passer 4 ans à Châtelet sur 3 étages. S'il faut aller distribuer des flyers dans la nuit pour qu'il y ait des gens à ma soirée, je le fais. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être répéter aux plus jeunes. Et donc, on y va. Et la soirée, succès. Et on fait ça pendant 2 ans à la Seine-Bastille avant de passer à l'Élysée-Montmartre et de rentrer en toute modestie encore dans la légende des soirées parisiennes, quoi. On a fait ça après à l'Élysée-Montmartre, au Bataclan, Machine du Moulin Rouge. Le Chaland. Non, pas le Chaland. Non, le Mix. En Guadeloupe, à New York, en Allemagne. Et voilà, et on a vraiment fait nos classes là-dedans. Et une fois qu'on a fait nos soirées, on a commencé à faire des concerts. Donc on a fait venir Rick Ross pour son meilleur concert à Paris au Cabaret Sauvage. C'était à l'époque de BMF. Je laisse imaginer le... Voilà. Mais pour faire venir Rick Ross, parce qu'on a ce petit truc-là, tu sais, les Canaries, ils prennent un peu de haut les Français, tu vois. Ouais. Donc quand tu fais venir Rick Ross, quand vous faites venir Rick Ross, comment ça se passe? Il n'a pas des demandes un peu farfelues? Si, mais en fait, tu sais où tu mets les pieds. C'est-à-dire, il y a énormément d'autres artistes. Et à partir du moment, tu sais, on en avait 2 gros pôles. On avait un pôle US, donc on a fait venir Rick Ross, Fat Joe, Omarion, etc. Et on avait un pôle aussi jamaïcain, où on a fait venir Mavado, Busy Signal, etc. Et en gros, tu sais où tu mets les pieds, tu sais ce que tu dois faire pour faire plaisir aux gens. Et tu sais aussi que ton prix des places doit être plus cher parce que le gars ne dort pas au Formule 1, comme tu t'en doutes. Le gars ne vient pas tout seul, comme tu t'en doutes. Le gars, à l'époque, il n'y avait pas d'Uber, donc il fallait louer un Viano, il fallait louer un ceci, il fallait louer un cela. Et ouais, mais après, entrepreneuriat, tu veux faire quelque chose de grand, tu investis grand, tu fais tes plans, tu sais quand dire on arrête, tu sais... Et puis après, on avait un rôle bien réparti, Didier et moi. C'est-à-dire que lui s'occupait justement de la gestion avec les artistes. Et moi, je m'occupais de la communication. C'est-à-dire, pour faire court, lundi, Didier me disait, on a booké Rick Ross, le concert est dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, remplis la salle. Ça, c'est ton moi, je n'avais pas à gérer les artistes ou la gestion des artistes. J'avais à gérer ça. Et tu sais, j'avais fait carrément un planning de journée pour les gens, où il fallait que le matin, en écoutant la radio, ils entendent la pub. Que quand ils arrivaient à l'université, donc les BDE, tout ça, qu'ils aient l'affiche. Que l'après-midi, quand ils allaient se balader à Châtelet, qu'ils aient le flyer. Que, tu vois, que le soir, quand ils regardaient la télé, sur telle ou telle chaîne, qu'ils aient la publicité. Et je te jure, Hip Hop Love Soul, tu pouvais pas passer à côté. Les concerts, je pouvais pas passer à côté. Ma partie deep, une soirée organisée où tu fais venir Rick Ross. Grosso modo, parce que je pense que ces prix ont encore augmenté, mais à l'époque, pour l'époque, ça représente combien à sortir sur la table? Je te jure que c'est pas de la mauvaise foi ou de la langue de bois, mais vraiment. Hein. Et ça, c'est même pas que je m'en rappelle pas, c'était même pas moi qui gérais ça. C'est-à-dire que Didier, au-delà d'être mon associé, c'était mon meilleur ami. Et on a toujours, enfin, c'est le parrain de ma fille, tu vois, aujourd'hui. Donc on s'est fait confiance à 100% là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, ce que je peux t'expliquer par contre, c'est les difficultés. C'est pas que je ne vais pas donner les chiffres, c'est que vraiment, sincèrement, je peux même pas te dire combien on payait pour l'Élysée-Montmartre. C'est parce qu'en vrai, on était vraiment comme... alors eux, ça a mal fini malheureusement, mais comme Jay-Z et Damon Dash. C'est-à-dire que Damon Dash ne gérait pas la partie musicale. Jay-Z lui ramenait un album et Damon Dash le vendait, en fait, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé... voilà. Mais moi, je gérais pas ça. Mais par contre, tu vois, je peux t'expliquer un truc. Les difficultés par lesquelles on est passé, c'est que malgré le fait qu'on ait fait 2 ans de soirée sans embrouille, sans soucis, sans problème à la Seine-Bastille, quand on a voulu faire l'Élysée-Montmartre, ils nous ont demandé de payer cash. Alors que les autres soirées, hors hip-hop, sans les Noirs, sans les Arabes, sans les mecs de banlieue, etc., ne faisaient pas ça. On a dit ok. Pour faire cette soirée-là, pour faire Hip Hop Love Soul comme on l'entendait, on a dû aller faire une soirée bling bling à mort, qu'on ne faisait pas nous, normalement, tu vois, qui s'appelait Chic et Trendy. Cette soirée, on a tellement communiqué dessus, c'était à Madeleine, dans un club et tout, on a tellement communiqué dessus qu'à la fin de la soirée, moi, quand je crois que c'est bouclé, quand je crois qu'on a fini, tu vois... Tu sais, les soirées club, c'est différent. T'as les mecs des bouteilles, t'as les filles, c'est différent comme ambiance. C'est lourd à gérer. Et quand je crois que cette soirée est finie, t'as 3 bus qui arrivent comme ça devant la soirée. Et je me dis, oh, ça doit être des touristes qui vont à l'hôtel en France. Non, c'est pour... C'est pour nous. Et c'était qui? C'était l'enterrement de vie de garçon de Tony Parker. Oh. Cut Killer, Tony Parker, Thierry Henry, etc. Ils nous disent, il y a un gars qui sort du bus, il nous dit oui, il y a l'enterrement de vie de garçon de Tony Parker, là, faut gérer.
Et donc, tu peux pas dire non. Donc, tu rentres, tu déplaces des gens et tout, etc. Ça, c'était des trucs, tu vois, où tu voyais vraiment de l'argent arriver, des concepts arriver. Ça, c'était une gestion, tu vois, que moi, j'ai dû gérer. Après, je laissais Didier gérer la partie argent, bouteille, etc. Mais ça, c'est des choses, tu vois, ça, c'est des défis que j'ai dû gérer, même quand ça réussissait. Et quand on a réussi à prendre cet argent-là, on a cru en nous. On a pris cet argent-là, qu'on aurait pu se mettre dans les poches et aller s'acheter des trucs. Et on est arrivé dans le bureau d'Élysée Montmartre, on a dit voilà, notre argent. Et on va en fait faire cette soirée-là. Et la soirée a été après le succès. Donc, il faut croire en ce que tu dois faire, quitte à faire des bifurcations pour rester indépendant et pour faire ton projet comme tu l'entends. Ça, c'est quelque chose aussi que tu vois qu'il faut passer comme message. C'est plus ça dans le message, ce que tu veux te dire. Voilà. Alors, il y a un truc aussi que je veux te poser comme question, c'est du coup, un gars comme, je vais revenir encore, même si tu as répondu. Bien sûr, un gars comme Nikos, j'imagine que dans ta stratégie, enfin dans votre stratégie, vous savez que, donc déjà vous avez prêt à investir gros pour gagner gros, parce que tu mets un nom comme Nikos, forcément, ben, ça fait 70-80% du temps. Ah oui, bien sûr. Surtout à l'époque en plus. À l'époque. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir sur leur projet, tu vois. Alors que là, tu vois, tu le dis clairement que le fait d'avoir investi sur lui-même, ça t'a coûté temps. Tu sais que tu as eu un ROI au moins minimum de x2. Ouais. Tu vois, on est d'accord sur ça. Au minimum, un très gros minimum. Très gros minimum. Comme je t'ai dit, j'étais pas dans les chiffres, mais quand même, tu sais, on l'a pas fait ça pour faire x2. Voilà. On a fait ça pour faire au moins x3 ou 4, parce que quand tu prends le risque comme ça. Mais attention, il y a risque et risque. Enfin, t'avais ta question ou pas déjà? Non, c'est bon, c'est vraiment ça. Il y a risque et risque. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que quand on a lancé les concerts et les soirées, on retient bien tout le processus. Tu vois? Et c'est ça aussi le problème de la nouvelle génération, c'est que on ne passe pas tout de suite, on n'est pas arrivé tout de suite, Didier et moi, en allant voir l'Élysée Montmartre et en faisant un pari de X, Y milliers d'euros. On a fait 2 ans en coproduction à la Seine-Bastille où lui et moi, je te dis ça, voilà, tu voulais des chiffres, parce que ça, je m'en souviens, parce que c'était concret, on sortait de la soirée, moi je devais avoir 25 ans à l'époque, lui avait 30 ans, on sortait de la soirée, on se partageait 500 € par mois. Ah ouais. Alors qu'on devait être super frais, tout, etc. Oui. Tu vois pas ce que je veux dire? Et ça, on l'a fait pendant 2 ans. Bon, bien sûr, après on a augmenté quand même les 500 €, tu vois, mais au départ, on est en coproduction. Quand le mec il a payé son électricité, sa salle, et tout, etc. Quand tu as payé les DJ, quand tu as payé la promo et tout, il te reste pas grand chose pour toi-même. C'est sûr. Et l'investissement, l'investissement, c'est pas seulement prendre de l'argent et de payer 1000 t-shirts, te payer tout ça. L'investissement, c'est commencer petit, garder du temps et croire en ton projet. Aujourd'hui, j'ai une maison d'édition et j'ai pas tout de suite fait 5 livres. J'ai fait 1 livre, j'ai appris, j'ai fait 2 livres, j'ai appris à gérer 2 livres en même temps. Quand j'avais 3 livres, j'ai appris à gérer un catalogue. Et c'est au bout du 4e livre que j'ai commencé à voir ce qu'on peut appeler un best-seller. Et c'est au bout du 5e livre que j'ai eu une marque, en l'occurrence 50 Cent, qui est universelle. Tu vois, qui est universelle, qui est claire, qui est internationale, tu vois. Je suis pas arrivé un matin en me disant je vais mettre jackpot sur 50 Cent et je vais vendre des bouquins. Ah, t'as fait donc, tu vois ce que je veux dire? T'as pris des compétences d'avant. Voilà, mais c'est là aujourd'hui où maintenant, si je dois investir beaucoup d'argent sur un bouquin, je peux. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait 5 livres avant où j'ai été au fur et à mesure. T'as fait tes classes. L'investissement, c'est pas uniquement mettre de l'argent dessus ou lever des fonds, le grand terme, voilà, on va lever des fonds. Là, je crois pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a des structures où tu as besoin de lever des fonds, il y en a où tu as juste besoin de travailler en fait. C'est vrai. Ok, donc ouais, ça me va. Et du coup, quand ça arrive, la partie, là, tu fais les soirées, tu fais les soirées avec Didier. La suite, c'est quoi? Vous partez sur des concerts, tu dis? Ouais, on fait des concerts. Et comme je t'ai dit, concert hip-hop, concert jamaïcain, concert soul aussi, j'ai oublié. On a fait Anthony Hamilton, Raïm Devon, enfin on a fait plein de concerts. Et tout se passe bien, sauf que moi je fatigue. Okay. Moi je fatigue, on fait ça pendant 7-8 ans, non-stop. Et au-delà de nos soirées, il faut aller dans des soirées pour amener les gens à nos soirées. Ah ouais. Les concerts, il faut aller à des concerts pour capter. Voilà, je suis dans la nuit, je vis la nuit pendant 7-8 ans et je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi, c'est pas ma passion, c'est la passion de Didier, qui est mon frère et à qui je partage, avec qui on a vécu des choses totalement incroyables. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer personnellement, tu vois. Voilà. Et je décide donc d'arrêter
mais il faut pas que je laisse mon frère en galère sur certains points, notamment de la communication, parce que j'étais devenu un peu Maminova, tu vois, on allait dans les soirées d'Omax, puisque c'est moi qui faisais la communication. Ouais. Donc en fait, on s'organise, on monte chacun notre structure. Moi, je continue à bosser avec lui, on fait la passe doucement pour recruter l'équipe qui va perdurer avec lui. Et je me découvre, je me redécouvre et je me confirme mes talents en communication. Et donc là, je décide de monter l'agence de communication et je reprends le nom de mon fanzine de l'époque au maximum et je monte l'agence de communication au maximum. Okay. Mais pas parce que les soirées... Moi, le jour où vraiment je décide d'arrêter les soirées, je m'en souviens, j'étais tout seul sur le balcon du Bataclan et je me dis, waouh, c'est incroyable, je connais plus personne. Là, c'est vraiment devenu une industrie, en fait. Ouais. Parce qu'à la base, c'était quand on a commencé notre première soirée, c'était nos potes qui étaient là, tu vois. Et là, 6-5 ans plus tard, la génération a passé. Tes potes, ils n'ont pas forcément envie d'aller autour dans les mêmes soirées, ils sont passés à autre chose, ils sont mis en couple, etc. Et donc là, tu as les petits frères des gens, de nos gens, en fait, tu vois. Et même des gens qui ont découvert ça, qui ne connaissent pas forcément, qui jouent juste une pub à la télé et que tout le monde parle de la soirée, donc ils y vont. Donc je me dis, je pense que j'ai fait ce que je devais faire dans le monde de la nuit. On a fait des festivals incroyables en Guadeloupe, on a fait des soirées incroyables en Guadeloupe, tu vois, par exemple, on a fait un concert, le concert de Akio. Akio, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un groupe traditionnel guadeloupéen. Akio qui existe depuis tu vois, moi je suis né avec Akio, je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais je suis né depuis Akio, tu vois. Enfin, je suis né, en tout cas, il y avait dit Akio, je me vois petit en train de chanter les chansons d'Akio, voilà. C'est incroyable. Et on fait ce concert-là à l'Olympia. Wow. On garde le balcon de l'Olympia pour notre famille. Et moi, je vois ma mère regarder le concert d'Akio et c'est moi qui l'ai produit, tu vois. Wow. On fait la Perfecta. Wow. Tu vois, on fait la Perfecta. Tabou combo, non? Non, on n'a pas fait Tabou, mais tu vois, on a fait. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de plus que d'inviter ta mère à l'Olympia? Donc une salle en plus qu'elle connaît. Tu vois, c'est pas un Zénith, c'est pas un Bercy. L'Olympia, ça résonne dans sa jeunesse. Quand elle voyait Johnny Hallyday, elle voyait tout ça, tu vois, de loin, elle savait, tu vois. Quand tu vois ton nom, Make It Clap en rouge, Akio, tu te dis, bon, voilà, je pense que moi, personnellement, en tout cas, j'avais fait le tour et voilà. Et donc, on a bien organisé tout ça pour qu'il y ait une transition correcte. Et je suis parti monter mon agence de communication. Cool. Et comment t'en es venu, du coup, à ouvrir ta maison d'édition? Parce que là, t'as ton agence de communication. Ouais. Et elle est toujours... Oui, elle existe toujours à Marseille aujourd'hui avec un nouvel associé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'emmène justement à aller vers l'édition? Vers l'édition. Alors l'édition, ça passe par le fait... Alors je monte mon agence de communication, ça se passe très très bien, comme je dis tout à l'heure. On bosse avec plein d'artistes différents dans le rap, dans la pop, dans la musique afro-caribéenne. On fait des Eurovision avec Bilal Hassani. Enfin voilà, c'était totalement incroyable. Et donc pour me remettre un peu dans le bain, je commence à lire pas mal de livres d'entrepreneurs. Et donc moi, je parle anglais, mais je lis en français, tu vois. Donc voilà, je lis en français parce que naturellement, voilà. Et donc je lis Steve Jobs, Richard Branson, Elon Musk, etc. Et plus je lis ces bouquins-là, donc respect pour leur parcours, pour qui ils sont, pour ce qu'ils ont créé, Jeff Bezos, Amazon, etc. Mais plus je me rends compte que ces gens-là ne me ressemblent pas en fait. Et qu'ils n'ont pas le même parcours que le mien, tu vois. Elon Musk est un africaneur avec tout ce que ça comporte d'avantages par rapport au fait d'avoir grandi en Afrique du Sud dans les temps blancs. Jeff Bezos a monté Amazon grâce à un prêt familial de $300 000. Alors, c'est pas dit que tout le monde qui a $300 000 monte Amazon. Ça, ouais. Voilà, respect. Mais voilà, moi, j'ai pas eu $300 000, on va dire. Et donc, ça me parle pas. Et donc, pour un peu me rapprocher de personnes qui pourraient vraiment me donner des exemples, je commence à chercher des livres afro-américains. Et je tombe sur celui de Steve Stout, qui est un jeune garçon qui a grandi dans le Queens, d'une mère célibataire et qui est devenu le partenaire d'affaires de Jay-Z, pour faire court, pour vraiment résumer. Et ça me parle. Tu vois, il a été roadie pour des groupes, il a été manager pour des groupes, il a bossé dans la musique, il a compris, parenthèse, je la fais courte, mais que il a chéri la BO de Make It Clap, tu vois, Didier, on sait pas, de Men in Black, et il se rend compte qu'il crée le cool, qui recrute Will Smith, qui fait des sons avec Will Smith, qui vend des sons avec Will Smith, avec Sony, etc. Et quand il fait les comptes, il se rend compte qu'il gagne moins d'argent que Ray-Ban, qui vend les lunettes que Will Smith a dans le clip. Que lui, il fait tout le cool, il crée toute la matière première, et que Ray-Ban n'ont plus qu'à mettre des lunettes sur le nez du gars et vendre des lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc il se dit, en fait, moi, je vais arrêter ce truc de musique, là, c'est très bien. Tu vois, je vais arrêter, j'ai fait Nas, j'ai fait tout ça, etc.
Et je vais aller dans le marketing parce qu'il y a un truc à faire dans le marketing. Et il montre Translation, qui est l'agence numéro 1 aujourd'hui en marketing par rapport au lien entre la culture hip-hop et les grandes marques. Et je lis son bouquin et je me prends une claque parce qu'il explique tout ce genre de phénomène-là. Il parle par exemple du jour où Run DMC, sur les conseils de Russell Simmons, a invité en fait les dirigeants d'Adidas, parce qu'ils avaient un morceau qui s'appelait My Adidas, et qu'ils ont fait une foule entière au Madison Square Garden, retirer leurs chaussures et mettre leur Adidas voilà, en l'air. Et les mecs d'Adidas voient ça, parce qu'ils n'avaient jamais vu dans les stades, ils n'avaient jamais vu ça de nulle part, quoi. Et donc ce livre me traumatise. Voilà, ce livre me traumatise. Il parle de LL Cool J avec Fubu. Donc LL Cool J fait une pub Gap, mais garde sa casquette Fubu, qui est une jeune marque à l'époque. Et donc en fait, nous, on garde la pub Gap, mais on voit Fubu, on se dit c'est incroyable. Et donc Fubu a disrupté une pub Gap en ayant une casquette Fubu. Voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça du marketing, et ce bouquin me traumatise. Et donc je veux en lire plus. Fubu, ça voulait dire For You by You. For Us by Us. Ouais, voilà. For Us by Us. C'est un délire, ça. Des mecs du Queens encore, tu vois. Voilà. Donc, et ces histoires-là me parlent. Parce que voilà, Fubu, Royal Wear, enfin voilà, tout ça c'est notre vie en fait, mais simplement des deux côtés de l'océan Atlantique. Et donc je commence à lire beaucoup de bouquins comme ça, afro-américains, en anglais. Au départ, je galère, parce que lire un bouquin, se concentrer, voilà, c'est quand même du sport. Ouais. Et je galère, mais j'ai ma collection Set-Off. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu parles à tes potes d'un film que tu as vu, mais qu'eux n'ont pas vu. Oui. Quand tu parles d'un bouquin, ouais, mais bon, c'est super tes bouquins, Alexis, mais je le lirai pas, hein, parce que c'est en anglais et je l'ai pas lu, donc arrête de me prendre la tête. Et donc, pendant un voyage à New York, pour totalement une autre raison, tu vois, j'étais à New York et je me dis, tu vois, ça me trotte dans la tête. Et tu vois, cette petite idée que dans la tête, que personne calcule, que tout le monde te prend pour un fou, et ben voilà, encore un conseil, croyez en cette idée, parce que voilà, moi je vais à New York pour autre chose, mais je prends rendez-vous avec Simon & Schuster, avec HarperCollins, ça. Parenthèse, aux États-Unis, ils te reçoivent. Ah ouais? Même quand t'as pas de projet, même quand j'avais aucun projet de monter une maison d'édition, moi je voulais juste poser des questions, ils te reçoivent. Ils trouvent toujours quelqu'un pour te recevoir, parenthèse. Et ça, je l'ai vécu partout, voilà. Okay. Sur des boîtes internationales où j'ai pas réussi à aller en France, j'ai réussi à aller aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils disent que les États-Unis, pour scale le business, c'est incroyable. Voilà, c'était une parenthèse parce que là on peut refaire un autre podcast. Mais voilà. Et donc j'arrive là-dessus et je leur pose la question en étant revanchard, en disant mais comment ça se fait que, en fait, qu'on n'ait pas ces livres-là en France? On a Internet, on a la télé, moi-même j'ai fait le concert de Rick. Comment ça se fait en fait qu'on n'ait pas ces bouquins-là en France alors qu'ils sont passionnants? Donc en fait, en gros, ma question c'est pourquoi vous ne nous calculez pas, en gros. Et là, il m'explique, non, c'est pas du tout qu'on ne vous calcule pas. Nous, on serait ravis, on vend des bouquins, on serait ravis de vendre des bouquins dans des langues étrangères. Et il m'explique en me prenant l'exemple d'Obama. Obama, quand il sort un bouquin, à la base, il y a son bouquin en anglais, qui est sorti par X maison d'édition aux États-Unis, et ils vendent les droits à Hachette, Flammarion, peu importe, Gallimard en France. Ils vendent des droits à une maison d'édition en Espagne pour la partie espagnole. Ils vendent des droits voilà, pour toutes les langues, quoi. Et en fait, il m'explique que les maisons d'édition françaises ne sont pas intéressées pour acheter les livres, en gros, afro-américains. Ouais, ça les intéresse pas. Mais pas qu'afro-américains. Déjà, afro-américains, ça m'étonne pas. Mais même dès que tu parles de business, ah oui, non, mais... ce que les Scary font là, en France, Eh ben écoute, ça les intéresse pas, ils veulent pas le faire. Donc en gros, ils veulent pas le faire. Et là, il y a mes deux cerveaux qui s'affrontent. Il y a mon cerveau un peu revendication qui se dit mais comment ça se fait en fait qu'ils comprennent pas encore. Et il y a mon cerveau business qui me dit bah s'ils comprennent pas, t'as qu'à le faire. Voilà. Et donc je leur dis mais qu'est-ce que vous avez de dispo? Et en gros, s'ils veulent pas, bah moi je vais le faire. Et ça, c'est pour en revenir au début de l'interview. C'est la même chose, c'est du hip-hop tout simplement. T'as pas voulu, nous, dans la musique. Alors on a pris un disque, on l'a mis en boucle, ça nous a fait une instru, on a parlé dessus, on a fait le rap. T'as pas voulu de nous à l'opéra, on a pris un carton par terre, on l'a mis par terre, on a dansé. T'as pas voulu de nous dans les galeries, on a vu un mur blanc. Et bon, on l'a fait. Ben voilà, on a gravé. Tu vois ce que je veux dire? Mentalité. Donc, tu vois, mentalité hip-hop. Donc là, tu veux pas de moi, en fait, dans ta librairie, en Fnac, à Amazon, etc. Mais au final, je vais le faire. Parce que il faut vraiment se rendre compte d'un truc que c'est pas du... Parce que souvent, c'est le discours qu'on me tient en retour à cette histoire que je raconte, du misérabilisme, de la paranoïa, etc. Tu peux me dire ce que tu veux sur Issa Rae, Rick Ross, Common et Taraji, les livres que j'ai faits. Admettons que ce soit des artistes, acteurs, producteurs, tout ce que tu veux, spécialisés.
que ça n'intéresse personne. Bon, déjà, j'ai prouvé que c'était pas le cas, mais admettons. Ok. 50 Cent, tu peux pas me dire. Ouais, tu peux pas me dire que ce soit normal, que ça soit moi, Alexis Onestas, avec ma petite maison d'édition de 5 bouquins, 4 à l'époque où je lance 50, qui fasse 50 Cent. C'est pas logique qu'un mec qui a eu la tournée la plus rentable de l'année 2023-2024 en rap, et qui doit être juste derrière Taylor Swift et The Weeknd, un truc comme ça, n'ait pas son bouquin traduit en France par une grande maison d'édition. Il y a quelque chose qui est au-delà de... Et encore une fois, je répète les villes qu'il a fait en France. Il a fait Paris, bien entendu, Strasbourg, Nice et Nantes. Et c'est complet. M'expliquez pas que c'est des villes urbaines, hip-hop, noires, comme vous avez dit. Tu vois, je peux dire, s'il avait fait à la rigueur Paris, Marseille, Bordeaux, là, Toulouse, Montpellier, tu vois, Montpellier, tout ça, ok, admettons, pas de problème. Nantes, Strasbourg, Nice, à un moment donné, c'est bien que c'est quelqu'un qui ramène en fait un public multiculturel, voilà, de toutes les couleurs, de toutes les origines, etc. Et c'est moi qui fais son bouquin. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte de quelque chose, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de toujours courir après la tech, courir après des milieux qui ne nous veulent pas, courir après des gens qui ne veulent pas qu'on existe. Il y a énormément de choses encore à faire dans des milieux traditionnels où, en fait, ce qu'on appelle en France des minorités ne sont pas installés. Parce qu'au final, 50 Cent, je comprends. Quand son bouquin, je le lis, j'ai grandi... Alors, Épinay n'est pas le Queens, on va remettre dans un contexte, mais on a grandi dans des endroits similaires, on est parti d'une culture similaire. Je l'ai écouté en tant que fan quand j'avais une vingtaine d'années, quand il est arrivé avec son premier album. J'ai écouté Dr. Dre, NWA avec mes grands frères. Je sais d'où vient, je sais. Quand il dit quelque chose, pour moi, c'est une évidence. J'ai pas besoin de regarder sur ChatGPT ou Wikipédia pour savoir de quoi il parle. Donc, je me suis lancé là-dedans et la maison d'édition vient de là. Vient de Steve Stout. Du coup, ça a donné là... les ventes. Ah bah c'est pas plus compliqué. Sur Rick Ross, on a dépassé les 10 000 ventes. Et on a eu, et ce qui est énorme. Hein. Alors, pour te donner un peu, pour que les gens se situent un peu, en France, nous on est autodistribué, autofinancé, et on achète les droits tout seul, etc. En France, quand tu fais ça, quand tu vends 700 bouquins, t'as fait ton score, t'as existé. 700 bouquins. Ouais, c'est pas mal. Là, tu parles de 10 000. Non, mais 700 bouquins, c'est cool. Ouais. Quand tu passes le cap des 2000, tu commences à avoir des réimpressions, il y a une demande, tu dois réimprimer, tu dois gérer ton stock, etc. etc. Quand tu commences à passer la barre des 10 000, eh ben, tu te retrouves, nous, c'est nous arrivé avec Anne, numéro 1 sur Amazon avec Issa, numéro 1 sur Amazon avec Rick Ross, numéro 1 à Amazon, si on regarde là, je pense, avec 50 Cent aujourd'hui, tu vois, dans sa catégorie. Et en fait, tu te retrouves avec des collaborateurs comme la Fnac, comme Cultura, qui t'appellent et qui veulent ton livre, alors qu'en fait, tu es un distributeur indépendant. Ce matin, et encore une fois, ça nous ramène à aller distribuer des flyers quand tu commences. Ce matin, j'ai été distribué, moi, en ayant vendu des trucs et tout, en ayant traîné avec Rick Ross 57. Il y avait une commande de la Fnac, il fallait la distribuer. J'ai été déposer mes livres à la Fnac. Incroyable. Parce que c'est notre distribution. Et que moi, je pensais que la distribution des livres, c'était un peu comme la distribution des disques, tu vois, c'était 80-20. Donc 80 pour le producteur, 20 pour les distributeurs. Sauf que dans l'édition, c'est l'inverse quasiment. Le distributeur prend 80, j'ai dit, bon, on va le faire tout seul. On va le faire tout seul, envoyer des colis, des machins, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ouais, donc c'est une aventure incroyable. On a eu la chance que Rick Ross vienne faire un concert en Guadeloupe. Donc je lui ai remis, j'ai fait un livre d'or, tu vois, comme un disque d'or, mais voilà, pour un livre. Je lui ai remis ça en Guadeloupe. On s'est rencontrés aussi à Paris. 50, pareil. Une anecdote aussi importante à expliquer aux personnes qui vont regarder ça, c'est que même quand tu réussis quelque chose, au final, tu dois toujours te rendre compte qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais et qui te suivront pas et qui ne reconnaîtront pas ton travail. Moi, par exemple, ça m'est arrivé avec 50 Cent. Je sortais de 10 000 livres vendus de Rick Ross, on sort 50 Cent, et en gros, le livre était prêt bien avant mars 2023. Et en octobre 2023, je vois qu'il vient faire des concerts dont je vous ai parlé, en France. Et donc, pendant 6-7 mois, je demande aux producteurs, à un média partenaire, à tous les gens qui pouvaient me mettre en relation avec eux, ben voilà, je suis l'éditeur de 50 Cent. Est-ce qu'on peut être en relation pour qu'on puisse faire quelque chose, quoi? Même gagnant-gagnant. Tu gagnes de l'argent, je gagne de l'argent, c'est très bien. Pendant 6 mois, personne n'a été capable de me dire
voilà, rendez-vous mardi 15h pour voir 50 Cent, il t'attend avec ses bouquins. Chose qui est totalement incroyable, hein, tu vois, parce qu'il voilà, y avait des gens qui avaient cet accès-là. Voilà. J'ai dit, ok, puisque c'est comme ça, on va le faire à l'ancienne. Et j'ai pris une place de concert pour chaque concert. Une place normale, une place pas... T'as payé j'ai comme tous les copains. la place, voilà. J'ai pris ma place, ma chambre d'hôtel, mon billet de train. Je me suis dit, là où il sera, moi je serai là. Voilà, c'est pas plus compliqué, et j'ai trouvé un moyen. Voilà. J'arrive à Strasbourg, à la date de Strasbourg, et je vois que c'est des Américains qui gèrent le merch. C'est pas des gens, tu vois, de France. Ouais. Je vais voir les Américains, je leur dis, ouais, écoutez, je suis l'éditeur français de 50 Cent. Il faut absolument que je le rencontre, c'est incroyable. J'ai rencontré Issa, j'ai rencontré Common, comment ça se fait que, voilà. Et ils me disent, non, mais pas de problème, t'as le bouquin sur toi? Je dis, ouais, je leur montre. Ils me disent, t'es venu tout seul? Je dis, ouais, je suis venu travailler, je suis pas venu en mode concert avec mes potes et tout. Ils me disent, à la fin du concert, attends, on me fait passer et tu verras, quoi. Ça faisait 6 mois que j'envoyais des mails à des gens que je connais, hein. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la musique. Ça fait 6 mois que j'envoyais des mails à tout le monde. Et On connaît le business en France. Voilà, et donc en fait, l'idée dans ce que je raconte, c'est qu'il faut croire en ce que tu fais, même quand tu as réussi. Il faut croire en ce que tu fais plus Tout le monde va pas dessus. que tout. Plus que tout, et plus que tes associés, plus que tes partenaires, plus que tes collaborateurs, plus que les gens qui achètent tes bouquins, plus que tout. Tu vois, parce que c'est toi qui lead ton truc. Et si j'avais dit, ouais, mais bon, c'est mort, ils m'ont pas répondu, eh ben, j'aurais raté l'opportunité de le rencontrer une première fois, puis une deuxième fois à Atlanta, et donc voilà, tu vois, c'est... Puissant de fou. Et du coup, sur l'ensemble, alors, parce que là, tu nous as ramené sur le livre. Déjà, félicitations hein, pour les 10 000 ventes, c'est pas rien. Sur Rick Ross uniquement, hein, Ouais. on doit être à 40 000, je pense. C'est énorme, c'est un business, tu vois. Et justement, en parlant de ça, ta maison d'édition recrute combien de personnes aujourd'hui, si tu veux en parler? Recrute, c'est-à-dire pour faire, je dis recrute, c'est pas ce que je voulais dire. C'est autour de ta maison d'édition, il n'y a pas que toi, il y a une équipe derrière toi. Donc tu peux parler un peu de comment tu as fait ça, comment tu as fait dire ça? Pour les 5 premiers livres, on était une équipe de traducteurs. Et ça aussi, tu vois, c'est quelque chose d'important à dire aussi, c'est que l'énergie que toi as dans ton projet, c'est pas forcément la même énergie que les autres ont dans ton projet, tu vois. Donc les 5 premiers livres ont été une équipe de traducteurs. Les personnes se sont au fur et à mesure dispersées sur d'autres projets perso, pro et tout, etc. Donc aujourd'hui, je gère en fait la traduction solo, parce que je veux vraiment que le truc avance à mon rythme et tout, etc. Donc je fonce. Au niveau du graphisme, j'ai eu, franchement, je n'ai même pas les mots pour expliquer dorénavant en fait la chance que j'ai. Je bosse avec Thibaut de Longeville, 360, et Alexander Wise qui bosse avec Thibaut. C'est en fait des personnes qui ont, pour vous résumer l'histoire, c'est des personnes qui ont fait les covers les plus traumatisantes du rap français, quoi. Ils ont fait la cover du 113, Les Princes de la Ville, c'est eux. Incroyable. La cover de Première Classe, c'est eux. En fait, Thibaut, c'est quelqu'un, et je ne cesse de répéter cette histoire, mais c'est quelqu'un qui m'a traumatisé de cover en cover, de création en création. Parce qu'en fait, il a réussi à me faire aimer des artistes qu'à l'époque, c'était pas mon coin, donc je n'aimais pas le 9-4, j'aimais pas le 9-5. C'était mathématique, hein, j'avais 16 ans, voilà. Il a réussi à me faire aimer des artistes juste parce que c'était la cover qui était incroyable. Tu vois, il avait cette DA qui était folle. J'ai acheté ses mixtapes avant de savoir que c'était lui, c'est parce qu'il importait des mixtapes et tout. Enfin voilà, il a un boulot DA incroyable. Et là, dernièrement, pour un peu plus un truc, contemporain, c'est lui qui a fait le documentaire sur Didier Mehdi, son app, et qui a pris de Cannes, victoire de la musique, etc. Un travail incroyable. Le K54, l'image du K54 et la création du K54, c'est lui. Voilà, donc je te laisse imaginer le niveau du truc. Et j'ai eu la chance qu'il accepte de bosser avec moi sur ce projet-là, parce que clairement, il avait le choix de dire non. Voilà, donc, merci à lui. La distribution, comme je t'ai dit, c'est nous, c'est moi. La publicité, important. Elias, Statistics, mon associé sur Statistics, avec qui on gère énormément de marketing digital pour toutes les maisons de disques, tous les labels. Et ben en fait, on s'est focus sur l'e-commerce, lui et moi, pendant un certain temps, et on a développé des solutions e-commerce pour Max Books en interne. Mais tout est fait en interne. Tout ce que je te dis là, c'est fait en interne, et enfin, tu vois, et c'est une aventure incroyable parce qu'on a notre rythme à nous. Là, tu vois, on a pris 1 an pour traduire et mettre en page 4 bouquins qui vont tranquillement sortir au fur et à mesure, mais qui sont prêts. Donc, c'est-à-dire que, de la même façon que tu traduis des bouquins américains pour la France,
est-ce que tu vas traduire des bouquins français pour les Américains? Eh ben non, parce que ça, c'est pas mon travail. Ah. Tu vois, c'est-à-dire que le bouquin, tu vois, Issa Rae, si je l'ai traduit, c'est parce que je savais qu'Issa Rae, ça parlait aux femmes de ma communauté. Quand il y avait une Secure qui était diffusée au fur et à mesure sur OCS, machin, etc., quand j'allumais Twitter, je voyais sur Twitter des débats sur le dernier épisode, sur oui, est-ce que t'es team Molly, est-ce que t'es team Issa, est-ce que machin, mais c'est un truc de ouf ce qu'elle a fait Issa, etc., etc. Et je savais que ça parlait. Tu vois, moi, comment dire, Common, je sais que pour les un peu plus âgés, c'est quelqu'un qui, de ma génération, il avait fait tellement de textes et de morceaux incroyables, ça te parle. Rick Ross, je sais pourquoi, tu vois ce que je veux dire, je comprends. Ouais, tu sais qu'il y a une audience. Voilà, maintenant te dire, déjà juger un livre franco-français, je suis pas le mieux placé parce que je n'ai jamais édité, je suis pas un éditeur français, et l'amener aux États-Unis pour dire aux Américains, ça vous allez adorer, je ne connais pas assez le public américain pour, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai toujours, voilà, et surtout, la distribution en France et la distribution en Europe, en Afrique de l'Ouest, etc., je gère. La distribution à New York, c'est pas la même qu'à Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je bosse avec l'Afrique de l'Ouest, j'ai des partenaires là-bas. Tu vois? Donc on parle la même langue, on se comprend, on sait ce qui fonctionne en France, etc. Aller amener un livre en français traduit en anglais à un New-Yorkais, un mec d'Atlanta, une fille à Los Angeles ou au Texas, voilà, c'est un autre métier et c'est du physique. Donc voilà, envoyer un livre à Lyon, ça va. Envoyer une caisse en Belgique, ça va. Commencer à faire des imports-exports entre les États-Unis, surtout maintenant que Trump a pété un plomb. Tu vois, on va éviter de se mettre dans des problèmes comme ça. J'avoue. Ok, donc franchement, sacré parcours. Hein. Et aujourd'hui, c'est quoi le futur d'Omax Industries, si je peux me permettre de dire ça? Parce que là, j'ai même pas tout cité dans Omax, hein, tu vois. C'était cool. D'ailleurs, avant de dire c'est quoi le futur d'Omax Industries, c'est Omax. Bon, on a parlé du livre, on a parlé de l'édition, on a parlé rapidement du marketing, on a parlé de Au Maximum les soirées, on a parlé de pas mal de choses, mais c'est quoi ta holding? J'ai l'impression que tu as une holding, tu as plein d'entités. C'est bien ça. Tu as combien de sociétés, concrètement? Waouh, alors on va dire une dizaine, parce que sinon là, il va falloir... Okay. On va dire une dizaine qui se différencient dans l'immobilier. Il y a Au Maximo. Voilà. Ah ouais, t'as une agence immobilière? Non, pas une agence, mais c'est une SCI, donc Au Maximo. Il y a 88, qui est l'agence aux Antilles. Voilà. Il y a SFTB, qui en fait a repris le travail d'Au Maximum dans le sud. Il y a Au Max Master, qui est un total copier-coller d'United Master, ce qu'a monté Steve Stout pour la distribution. C'est pas plus compliqué. Distribution musicale. Il y a Qd, qui gère, manage, produit des danseurs. Donc, tout type de danseurs? Les danseurs qu'on recrute nous. On en a 5, on s'occupe bien d'eux. C'est toi qui recrute? C'est elle, c'est mon associé. C'est quoi ces critères de recrutement? Je dis ça parce que sûrement il y a des gens aux Antilles qui ont peut-être du talent dans l'hip-hop. Bien sûr. Et qui se disent, mais peut-être que j'ai l'opportunité de me professionnaliser. Encore une fois, c'est QD qui gère, donc QD Agency, QUD.agency. N'hésitez pas à aller sur Instagram et envoyer des propositions. Très bien. Voilà, de toute façon, à la fin, tu vas me donner le max à toi. Nickel. On va faire une liste des gens pour recevoir. Il y a Statistics, donc, qui est l'agence de marketing digital. Petite parenthèse Statistics, ça parlera aussi aux gens. On était très bien dans notre agence de communication, d'agence, etc. Il y a une fois, on a voulu sponsoriser une vidéo en interne. On a appelé des agences qui font ça. On n'a rien compris à ce qu'ils nous racontaient. On s'est rendu compte, sans même comprendre que c'était des prix qui étaient totalement excessifs. J'ai dit à Elias, m'a dit qu'il était super passionné par ça. Je lui ai dit, bah écoute, prends du temps, regarde comment ça se passe, apprends, charbonne là-dessus, perds un peu de budget même s'il faut, tu vois. Reviens, et au moment où tu vas revenir, on va tenter un truc. Si ça fonctionne, on monte une structure à part ensemble. Si ça ne fonctionne pas, au moins on aura progressé tous les deux. Bien, c'est smart. Et au final, 3 ans plus tard, Statistics aujourd'hui lance une application qui s'appelle Ads. Lui gère toute la partie marketing de Max Brooks. Voilà, c'est mon associé. C'est plutôt cool. C'est un alternant à la base au maximum. Donc je te laisse imaginer le level. Et je pense que j'ai tout dit. Et si j'en oublie, je suis désolé, tu diras à la fin. Mais voilà. Et donc au Max Brooks, bien entendu. Et mais voilà. Et donc au maximum, ce qui était une association est devenu une agence de communication, est devenu une holding. Et aujourd'hui, en fait, j'ai monté
aussi au maximum en C-Corp aux États-Unis, parce que c'est la prochaine étape, et plutôt que d'y aller à l'aventure, de m'installer là-bas à l'aventure, j'ai préféré d'abord monter une structure, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les trucs que je comprends pas au niveau des déclats, des taxes, etc. Le faire tranquillement d'ici, et après, l'aventure, ça passera là-bas. C'est bien, hein, franchement cool. Hein. Alors, bien, super. Alexis, en tout cas, est-ce que tu as d'autres projets là, à venir Le projet principal, c'est celui-là. Je ne sais pas où je dois le montrer, où on doit le poser, tout ça, etc. Je peux le montrer ici. Voilà. Comme ça, voilà, on va montrer celui-là qui est un peu tout neuf. Ici, après, tu peux regarder ici aussi. Voilà. Et au Max Books, volume 1, c'est en fait un livre que j'ai écrit. Voilà. Et je suis plutôt fier de ça. Je suis auteur, donc maintenant, comme je t'ai dit. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que... bien sûr, c'est ça. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce qu'au Max Book, c'est tellement une aventure incroyable. On a fait une pause d'1 an pour les prochains bouquins qui sont à venir. Et en fait, il s'est passé trop de choses. Tu vois, j'ai rencontré Common, j'ai rencontré 50, j'ai rencontré Rick Ross, j'ai rencontré Issa, j'ai rencontré Steve Stout. Il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des galères, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit, on parle de galères. Il y a eu des galères, il y a eu des réussites, il y a eu des déconvenus, il y a eu des erreurs d'impression, il y a eu des erreurs de livraison, il y a eu énormément de choses où on s'est trompé, où on a réussi. Et en fait, je me devais de pas juste mettre sur Insta ma belle photo avec Issa, ma belle vidéo avec Common, et tout, etc. Je devais au public de raconter ce qui s'est passé de l'idée, comme je vous ai raconté, de l'idée suite à ce rendez-vous, jusqu'au best-seller. Et quel est le meilleur moyen pour raconter une maison d'édition que de le raconter avec un bouquin, simplement, tu vois. On pourra faire des milliers de podcasts ensemble et tout, c'est vraiment cool et tout. Mais un bouquin, tu vois, ça reste gravé. Et donc voilà, donc vous avez l'exclu déjà, parce que je l'ai annoncé le jour où on enregistre ce podcast-là. J'ai annoncé la précommande du bouquin. Tu vas nous dédicacer, hein. Celui-là, malheureusement, je ne pourrais pas vous le laisser, mais en tout cas, vous aurez la dédicace, il vous arrivera directement chez vous, il n'y a pas de souci. Comptez sur moi. Là, c'est dans la vidéo. C'est carré. Et voilà. Et donc, volume 1, parce que je compte régulièrement donner des news aux lecteurs. De tout ce qu'on fait. Là, on a 4 bouquins qui arrivent, donc il y aura un volume 2, quand on aura sorti les 4 bouquins, il y aura un volume 3, etc. Parce que c'est super aussi de se poser aussi, tu vois, dans ce speed actuel des réseaux sociaux, des likes, des podcasts que tu écoutes sous la douche, dans la voiture, etc. Et puis après, c'est bien parfois d'avoir une trace. Et si on a encore un peu de temps, je voudrais juste raconter que ce bouquin est tiré de ce magazine, en fait. Et ce magazine-là, je l'ai fait parce que Steve Stout, comme je vous ai dit, ça a été quelqu'un qui était vraiment central dans ma vie, vraiment dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, ça aussi, encore un tips pour les plus jeunes, croyez en vos rêves. Je l'ai répété beaucoup de fois, voilà. Ils ne comprennent pas. Steve Stout, je voulais le rencontrer, et pire que je voulais le rencontrer, je savais que j'allais le rencontrer. Et son bouquin, une fois que je l'ai fini, je l'ai gardé sur moi. Mais quand je dis gardé sur moi, c'est que là, vous m'avez vu, je suis arrivé avec un sac et tout. Et ce sac ou d'autres, j'avais mes clés, mon portefeuille, mon téléphone, etc. Et le bouquin, c'est ça, tous les jours. Ce bouquin m'a accompagné à Hong Kong, en Côte d'Ivoire, au Canada, au Sénégal, aux Antilles, partout. Je l'avais parce que je me suis dit, à un moment donné, j'ai croisé, je sais pas où, je sais pas quand. Dernièrement, à Cannes, au Lions, je vous la fais vraiment courte, mais au Lions, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, alors qu'il n'était pas du tout annoncé à l'endroit où j'y allais. Et je le raconte dans le bouquin, et je lui ai sorti ce bouquin-là. Parce que je l'avais sur moi. C'est une vraie histoire. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer, et j'avais toujours ce bouquin-là sur moi. T'as matérialisé, t'as visualisé. Et je l'ai sorti ce bouquin, il a pété un plomb, parce que ce bouquin date de 2011, je crois. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce bouquin sur toi? Et en fait, et c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est l'associé, entre guillemets, de Jay-Z. Et on s'est posé, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie, pour avoir ce bouquin sur moi? Et donc, je lui ai raconté. Il m'a dédicacé ce bouquin. Il m'a fait une vraie dédicace incroyable, qui m'a reboosté pour 20 ans. Et ça, en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est voir ce que personne ne voit, c'est croire ce que personne ne croit, et c'est pas chercher les victoires, parce qu'on n'en a rien à faire, en fait, de cette dédicace sur ce bouquin, en vérité. Tu vois, ça n'a pas changé le monde, ça n'a pas changé la vie, mais c'est croire en des choses qui sont tellement personnelles que tu les travailles non-stop pendant 10 ans. L'obsession. Voilà. Et la chose que j'en retiens de cette histoire-là, c'est que demain,
Si on se recroise, c'est quelqu'un qui voit 100 personnes par jour. Il va se rappeler de toi. Il se souviendra pas de moi, mais quand je vais lui dire, si c'est moi le gars qui a ramené le bouquin à Cannes, et ben là il s'en souviendra et on pourra parler d'autre chose. Voilà, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dans ce monde rapide, speed, où on prend pas le temps. Consommation rapide. Et ben, je pense que c'est important. Et donc, ouais, par rapport à ce bouquin-là, juste pour m'en dire, quand ça s'est passé, ben, j'avais rien à lui laisser, et je me suis juré de ne plus jamais rien avoir à laisser à quelqu'un quand je le rencontre. Donc, j'ai créé ce magazine qui explique, et je vous invite tous à copier cette idée-là, pardon. J'ai créé ce magazine qui explique ce qu'est Omax Books, rapidement, en quelques pages, voilà, nos valeurs, ce qu'on fait, machin, etc. Demain, vous savez pas si vous êtes joueur de foot, vous croisez Messi, vous allez prendre l'autographe de Messi, et vous avez peut-être envie de lui laisser votre parcours, où vous jouez, etc., etc. Et si vous avez rien de physique, il n'aura pas le temps de vous écouter, de regarder votre Insta, de regarder vos machins, même s'il est bien géré. Ayez quelque chose de physique sur vous. Le physique n'est pas anodin. Quand vous laissez une carte à quelqu'un, 10 ans plus tard, cette carte-là, elle est peut-être encore dans son placard. Non, c'est vrai ce que tu dis. Voilà. C'est vrai, donc c'est ma carte de visite. Et là, j'ai encore une plus grosse carte de visite aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est bien, félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Je vais maintenant te poser encore quelques questions. Tu vois. Là, j'ai vu ton parcours, donc je vois que c'est quelqu'un de très... Ce que je retiens, première partie, résilience. Ouais. Toi, t'as bâti c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Ok. Qui est encore en cours. Loyauté. Tu es très loyal avec les personnes qui t'ont donné la chance. Toujours. T'es un obsédé. Ouais. T'es un booster. Tu vois, ça revient encore, tu vois. Merci, je prends les compliments. Il y a des traits communs qui reviennent à chaque fois des personnes qui atteignent un niveau de succès. Maintenant, on n'est pas passé vraiment dans ça. J'aimerais rapidement, quels ont été tes plus gros échecs? Les trucs qui t'ont fait mal au point où tu t'es dit que tu allais abandonner. Mes plus gros échecs, c'est de m'être rendu compte que je suis un très mauvais manager. Mais je suis un très mauvais manager parce que j'ai appris à comprendre que tout le monde ne pouvait pas avoir mon mindset, ma pensée, tu vois, je me suis souvent retrouvé seul en ayant raison. Tu vois, parce que quand tu as raison, tu as envie de tirer les gens vers le haut avec toi. Et parfois, soit les gens n'ont pas envie d'aller vers le haut, soit les gens ne sont pas prêts, soit il faut mieux leur expliquer, soit il faut faire preuve de pédagogie. Et ça, c'est quelque chose, je suis souvent tombé de très haut par rapport à ça. Des défaites personnelles en termes de collaboration. Parce qu'à la fin, tu te dis, bah, tu vois, si, j'en parle d'ailleurs dans le bouquin, tu te dis, bah, si les personnes ne sont pas aussi motivées que moi, il faut que j'accélère, il faut que j'aille plus vite, il faut que ceci, cela, alors que peut-être que tu aurais dû prendre le temps de t'expliquer. Tu vois. Ça, c'est une chose. Mes plus grandes défaites, ça a été de me rendre compte que j'ai perdu énormément de temps ici, en France. Vraiment. Alors attention, pour mettre les choses dans un contexte, je sais très bien, je ne suis pas un rêveur non objectif des États-Unis. Je sais très bien que le Alexis qui est né à Épinay-sur-Seine a eu énormément plus de temps et d'opportunités de se développer que le Alexis qui serait né à Brooklyn ou dans le Queens. Aucun problème. Ça, c'est acté, c'est dit. Maintenant, aujourd'hui adulte, je me suis dit que si j'avais eu cette vision-là, si on m'avait expliqué, et c'est pour ça que je dis souvent à ma fille, si on m'avait expliqué comment ça se passe ailleurs, j'aurais beaucoup plus tôt été ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que il y a une différence. En fait, en France, on fait pas la différence entre travailler et souffrir. Tu vois? C'est-à-dire qu'ici, en fait, on pense que souffrir est synonyme de travailler. Alors que quand j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai pas souffert pour avoir autre chose. Tu vois? J'ai eu mon dû. Tu vois? J'ai eu mon dû. Pas parce que c'est plus facile, pas parce qu'on m'a fait des passes, parce que j'ai travaillé. Et quand je vois la somme de choses que j'ai pu réaliser, pas rêver ou anticiper, réaliser en France, je suis désolé, en France, on m'a pas donné mon dû. Par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, par rapport aux gens que j'ai pu... par rapport au nombre de vies que j'ai changé objectivement, des artistes, des employés, des collaborateurs, tout ce que tu veux. J'ai vu des gens, même si c'est pour parler d'autres personnes que moi, j'ai vu des gens faire des choses et ne pas avoir eu ce qu'ils devaient avoir. C'est drôle ce que tu dis, parce que ça rejoint beaucoup ce que me répète souvent William sur le fait que
les portes s'ouvrent difficilement en France. C'est difficile. Et difficile. c'est très élitiste. Bon. Et pire, que même quand tu arrives à les ouvrir, parce que là, par exemple, si on doit prendre un exemple concret, j'ai ouvert des portes avec Omax Books. J'ai vendu des bouquins, plus que des maisons d'édition qui sont installées sur certains bouquins. Ça n'a rien changé à ma... C'est en Côte d'Ivoire qu'on m'a invité au Salon international du livre en tant qu'invité d'honneur. C'est aux États-Unis qu'on me donne des fleurs en me disant, des multimillionnaires comme Steve Stout me disent c'est incroyable ce que tu fais. C'est aux États-Unis que j'ai pu participer à des pitchs avec Pharrell Williams pour expliquer ce que je faisais. Mais au final, je fais rayonner la francophonie au Canada, À l'étranger. tu vois, au Canada, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en Belgique, etc. Je fais rayonner la francophonie. Je prends des projets qui intéressent les jeunes et je prends des jeunes, entre guillemets, je leur donne du contenu à lire. C'est l'ambassade américaine qui m'a invité. L'ambassade américaine en France qui m'a invité. Si tu avais un conseil en fait à donner aux entrepreneurs français qui essaient de percer, ce serait plutôt de partir à l'étranger. Pas de partir à l'étranger. Pas de partir à l'étranger. Non, mais alors moi je suis pour partir, mais le conseil n'est pas forcément que de partir, mais de s'ouvrir au monde. C'est-à-dire que tu vois, j'ai fait énormément de projets franco-français et celui qui m'a donné vraiment ma reconnaissance, c'est un projet où je vais chercher du savoir américain et je le mets quand même en France, tu vois. Donc l'idée, c'est pas de partir forcément de claquer la porte. Mais aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des anglo-saxons, de travailler au quotidien. Les contrats que j'ai envie de signer, les deals que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire avec les anglo-saxons parce que une fois que tu en as fait un et que tu l'as bien travaillé, pas de passe droit, pas de rien du tout, quand tu as bien montré que tu étais quelqu'un qui méritait sa place, ta place, tu l'as. C'est ça, tu l'as, tu vas Je gagner. vais te donner un exemple concret. J'ai été à un événement qui s'appelle InvestFest en août dernier à Atlanta. 30 000, 40 000 Afro-Américains réunis dans une salle pour regarder des entrepreneurs discuter, échanger autour de l'entrepreneuriat. C'est pas plus compliqué. Ils font ça. Moi, je rentre ici, je suis comme enfant. Tu vois, je viens de vivre 48 heures incroyables et tout, etc. J'avais les larmes aux yeux là-bas, tu vois, parce que c'est très à l'américaine, on te fait te lever, te frapper les droits, etc. J'arrive ici, je me dis, bon, tu peux pas garder ça, Alexis, tu peux pas garder ça pour toi. C'est impossible. J'appelle mes gars de Victory Lab, je leur dis, les gars, prêtez-moi votre bureau. Ils ont un grand bureau dans le 18e. Je leur dis, prêtez-moi votre bureau. On va faire quelque chose pour les gens. Donc, je fais un événement gratuit où les gens ont à boire, à manger, etc. Et je demande à mes gars de Victory Lab, c'est une structure qui aide les entrepreneurs, de me poser des questions par rapport à l'InvestFest. Et là, en fait, j'explique ce que j'ai vécu à Atlanta. Un gars, eux, prend des photos. Et moi, en fait, sans rien attendre, tu vois, mais j'ai fait le truc pour l'InvestFest. Et attention, c'était un événement gratuit, l'InvestFest m'a rien demandé, j'ai juste fait ça pour partager l'information. J'envoie à Troy et Rachad, qui sont les créateurs de Earn Your Leisure, qui est un gros podcast américain avec des millions d'abonnés, eux-mêmes ont des millions d'abonnés sur les réseaux, etc. Ils font l'InvestFest à Atlanta, 40 000 personnes. C'est des personnes qui n'ont pas une minute. Je leur envoie le compte-rendu en DM. J'envoie un DM, quelques photos, je leur dis voilà, j'ai fait ça les gars. Merci pour ce que vous m'avez fait vivre à Atlanta. On se connaît pas, hein. Merci pour ce que vous m'avez fait vivre à Atlanta. J'ai fait ça pour partager un peu, il y avait une centaine de personnes. Voilà, si vous avez besoin un jour de quelqu'un en France, sachez que voilà, les gars sont cool, tout le monde était passionné par ce que vous avez fait, voilà. Les gars me répondent. Mais genre 24 heures plus tard, même pas, hein, tu vois, ils me répondent. Alexis, c'est incroyable ce que tu viens de faire et tout, etc. Excuse-nous, là on est en train de sortir notre bouquin, donc on va pas avoir trop le temps d'échanger, mais discute avec notre directeur général, il faut absolument qu'on se connecte, qu'on se rencontre, que tu reviennes l'année prochaine, etc., qu'on se parle et tout, etc. Et ça, c'est des mecs qui ont qui sont numéro 1 sur Spotify, en podcast, qui ont des millions d'abonnés sur YouTube, etc. Et tu vois, ça, c'est pas une histoire de... Il n'y a rien, là, je te parle même pas de business, je te parle juste de mentalité. Ils ont vu que quelqu'un a fait quelque chose d'intéressant, ils répondent. C'est propre. Et moi, j'ai envie aujourd'hui, je veux plus souffrir. Je veux travailler du matin au soir s'il faut. Je suis dans cette mentalité. Mais je ne veux plus souffrir. Non, voilà, je veux plus souffrir. Je veux juste travailler, perdre, gagner, parce qu'on est des entrepreneurs et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus galérer pour voir 50 Cent, alors que quand je demande à un Américain où est-ce qu'il est, il me déroule le tapis rouge. Mais pourquoi? Pas parce que je suis sympa.
Parce que le mec qui m'a fait la passe sur 50 Cent à Strasbourg, il m'a pas dit, ouais, t'es mignon, viens, je vais te faire. Non, il s'est juste dit, je vends des t-shirts 50 Cent, lui il vend des bouquins, à un moment donné, peut-être qu'on va travailler ensemble, autant qu'il ait sa photo. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poster sa photo, il va faire monter la marque 50 Cent. Pas d'ego. C'est du business. C'est du business. Donc t'as déjà fait le bouquin, je le vois, c'est tangible, tu l'as fait. De toute façon, si t'as volé des droits, 50 même, il va te goumer lui-même sur place. Donc je pense que t'as géré ton truc. Ah, ben voilà, allons-y. Non, c'est intelligent, tu vois. Et moi, maintenant, c'est ça que je vais vivre. Je veux pas. C'est trop compliqué. C'est la raison même de ce podcast. Voilà. Il faut que, tu vois, il y ait des têtes et que derrière, in fine, il y ait des synergies qui sortent. Exactement. Pour ne plus souffrir. Mais, alors, il y a encore un autre truc que je veux te dire là. Du coup, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la question de est-ce qu'il faut partir ou pas. Moi, pour répondre à ça, je dirais, tu as réussi justement parce que tu as galéré. Je ne dis pas que tout le monde doit galérer, mais le fait d'avoir galéré t'a donné les skills, les compétences que tu as aujourd'hui qu'on ne pourra plus jamais te voler. Ouais. Tu vois. Et moi, je suis pour que ceux qui viennent d'après, et c'est ça que moi, le hip-hop m'a appris, tu vois. Parce que moi, j'ai appris à faire du break, tu vois, j'ai pas été faire des cours de trucs, de chorégraphie, tu vois. J'ai appris, essayer de balancer des coups de poing, je me mangeais, tu vois. Et c'est là où on voit ta résilience, tu vois. Tu vois le sol, tu vois. Il n'est pas doux, il n'y a pas de coussin, c'est là où tu vois ta résilience. Et je pense que la meilleure façon aussi d'apprendre, de gagner des skills, des compétences en soi, c'est d'affronter l'adversité, c'est ce que les hip-hop apprend, tu vois. Ouais. Et une fois que tu as tes armes, là tu sors. Tu vois. Et sur ça, moi c'est le message que je dirais, que je te rejoins, parce que c'est ce que tu viens de dire, tu vois. Et c'est ce que les nouveaux entrepreneurs, pour moi, à mon sens, ils ont perdu. Ils veulent plus le long terme, ils veulent plus le truc, ils veulent plus être dans le sale, tu vois, ils veulent le brillant. Et c'est même plus, tu vois, comme tu as dit là, toi tu t'es battu, tu es resté obsédé pour ta passion. C'est-à-dire que tu parles même pas d'argent encore. Tu parles de quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te fait kiffer. Et tu es resté dedans dans le dur. Et ça c'est un message puissant, tu vois. Donc voilà, ça franchement, je suis vraiment content de cette interview, de ce podcast. Parce que j'ai appris beaucoup de choses sur toi. Ravi. Je suis vraiment content de ça. On va rester en contact sûr. Parce que non, parce que ton parcours, il y a plein d'apprentissages. Là, il y a plein de choses que tu as données. Les gens, je sais pas s'ils ont capté la profondeur de tout ce que tu as balancé, tu vois. Merci. Et c'est important. En tout cas, nous, on l'a capté. Ah, moi, je l'ai capté fort. Ça a été c'est un parcours vraiment très inspirant. Je l'ai capté de fou. Et je pense que là... Attends. J'arrive sur la question que tu as posée tout à l'heure. Oui. C'est quoi ta suite? C'est quoi? Parce que je pense que c'est pas... Non, je pense que c'est pas ta fin. Qu'est-ce que tu... Voilà, parce qu'il y a un truc, il y a un rêve, et je sais que les vrais entrepreneurs, je sais pas que vous êtes des faux, les gars, tranquille. Je sais que les vrais, ceux qui sont dans le dur, là, ils aiment pas dire le coup d'après. Non, mais tu sais, Tu vois ou pas? non, mais en réalité, déjà, la première chose, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui n'a aucun jeunisme, qui n'a aucun rythme digital, etc., etc. Ce que je fais aujourd'hui, c'est la première fois que je me dis que je pourrais le faire jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ah, c'est génial. En vrai, tu vois, parce que c'est quelque chose c'est comme le bon vin, tu vois. C'est quelque chose qui prend son temps, tu dois lire des bouquins, tu dois tomber amoureux d'un bouquin, tu dois le traduire, tu dois le travailler après. Des Issaré qu'on a sorti en 2021, on le vend encore, on le travaille encore, on fait encore de la promo, tu vois. C'est quelque chose qui, moi, me plaît. Après être sorti de 10 ans de soirée le samedi, le dimanche et cuit, et des albums à sortir tous les vendredis, tu vois. Déjà, c'est quelque chose où je peux me poser et faire des belles choses. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, clairement, comme je t'ai dit, mon vrai coup d'après, c'est, je pense que, je te dis un truc basique, hein, mais quand tu joues au foot, tu veux aller te côtoyer avec des Brésiliens, tu vois, quand tu, je sais pas, tu vois, quand tu fais de la cuisine africaine, tu as envie d'aller dans un pays spécifiquement, tu vois, pour aller tester, soit en Côte d'Ivoire, soit en Afrique du Sud, soit ce que tu fais, tu vois, pour aller à la source, tu vois. C'est vrai. Moi, je fais du business. Donc, même si demain, je deviens Bernard Arnault, ici, j'ai envie d'aller au pays du business. J'ai envie d'aller au pays, tu vois, où, tu vois, quand demain, je vois Steve Stout, j'ai envie, et c'est pour ça que j'ai monté ma structure avant d'y aller, j'ai envie que si demain, Steve Stout me dise, bon, bah, tu sais quoi, ton truc, là,
on s'est vu à Cannes, on se revoit là aujourd'hui, je veux mettre l'argent dans ton truc. Et je veux pouvoir lui dire, ouais, tiens, j'ai une société. Travaillons ensemble. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un problème ici, sans être redondant par rapport à tout à l'heure, c'est que je suis bien haut dans mon game, pas au top, mais bien haut dans mon game, tu vois. Je pense que j'ai une place assise dans ce game. Et par contre, le game d'après, c'est même pas que je peux pas y aller, c'est qu'il a même pas envie que je sois là. Donc en réalité, tu vois, le game ici en France, c'est même pas qu'il est pipé, c'est même pas un truc, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'être avec. C'est gentil, tu veux pas dire les mots. Non, mais je parle super sérieusement. Là aujourd'hui, c'est même plus une histoire. Sincèrement, je vais dire un truc, c'est même plus une histoire de racisme ou de ci, cela. C'est une histoire qu'en fait, je pense que il y a une non-envie de se côtoyer l'un et l'autre. Je pense qu'avant, il y a 20 ans, on rêvait d'être assis à une table. Certains ont été voir la table elle n'est pas si ouf que ça, en fait, en vérité. Tu vois pas ce que je veux dire. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'être assis à une grande table en France. Je préfère être assis à une table, en fait, aux États-Unis, sans, encore une fois, zapper tous les côtés sombres de ce pays. Mais, tu vois, j'ai envie, demain... Tu vois, aujourd'hui, quand je vois qu'un Jay-Z réussit à s'imposer dans la NFL, aujourd'hui, c'est le genre de défi que j'ai envie tu vois, de relever. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des Bercy, j'ai fait des Zénith, j'ai fait un Stade de France, j'ai fait ceci, cela. C'est cool, bah voilà. En fait, la France, tu vois, j'ai eu mon livre numéro 1 sur Amazon en France, je suis en Fnac, etc. Ça veut pas dire que je suis au top du truc, mais les grands, j'ai vu mon livre à Leclerc. Tu vois, au bout d'un moment, quand j'étais petit, j'allais à Leclerc. Tu vois, j'ai vu mon livre. Tu vois, donc, t'as fait tes armes là où tu devais les faire. Maintenant, j'ai vraiment envie de recommencer. Tu vois, quand j'ai été pitché à Atlanta, j'étais nul. Ouais, tu as envie de coup de challenge. Ah ouais, j'étais nul. Je suis arrivé, je parlais anglais, j'ai dit 100 mots. Quand les gars, c'est leur langue maternelle, on disait 600. Ouais. T'as envie de demain d'aller pitcher dans un pays où vraiment, je préfère être dernier aux États-Unis que premier ici et pas me sentir à l'aise. Parce que je sais que le dernier aux États-Unis, t'es quand même classé. Ah ben. Voilà, t'es quand même classé. On est d'accord. Voilà, donc c'est ça j'ai pas forcément un truc à te cacher, je te l'aurais dit. Non, c'est propre. C'est juste une ambition, et l'ambition, elle commence déjà par avoir une structure. Tu vois, encore une fois, comme tu l'as dit, borné, organisé, etc. Je veux pas aller là-bas n'importe comment. Ouais. On fait la structure, ça y est, c'est fait, c'est organisé. Maintenant, on va commencer à gagner un peu d'argent là-bas, tout, etc. Et au fur et à mesure, on verra. Okay. Avoir un bureau, 2, 3, et on verra comment. Franchement, c'est bien, écoute. Merci. J'espère que tu as apprécié ce moment avec nous. Ouais, c'était vraiment cool. Merci pour le partage. Franchement, merci à vous pour l'invitation. Ouais, sacré partage. Cool. On attend notre dédicace. Hein. Pas de problème. Moi, non, mais de toute façon, c'est dit en vidéo, je peux pas. On va changer le numéro. Voilà, sans problème, pas de souci. Mais écoutez, c'est la fin de ce podcast. Vous aurez toutes les infos sur Omax, sur Alexis, Onesta. Laissez un maximum de commentaires sur cette vidéo si vous souhaitez le revoir, parce que vous avez vu, il a parlé un moment de comment développer du business aux États-Unis. Et je pense que on va le suivre. Il y aura un retour. Ok. Donc c'était Outsider Podcast, The Podcast. Je vous souhaite le meilleur pour votre réussite.